Un garçon de 8 ans a sauvé un millionnaire d'une crise cardiaque. Lorsqu'il s'est réveillé, il a été choqué par la ressemblance du garçon. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Henri avait toujours cru que l'apparence était la base du respect. Depuis son jeune âge, le futur millionnaire s'était consacré à construire une image impeccable, sculptant une identité publique qui le positionnait comme un homme d'affaires imposant et irréprochable. Pour lui, toute imperfection pouvait être exploitée par ses rivaux, un signe de faiblesse qui détruirait tout ce qu'il avait accompli. L'audace prématurée qui s'était manifestée dans la trentaine était devenue l'ennemi le plus impitoyable de sa vanité. Il trouva dans la perruque la solution idéale, un déguisement qui l'aidait à maintenir l'illusion de la perfection. La paix ne l'avait jamais trahi jusqu'au jour où tout a changé. La fête de cette nuit-là était plus qu'un événement social, c'était un reflet de son statut. Philippe, le fils d'Henri, avait insisté pour organiser la célébration afin de montrer au monde que la famille restait unie et intacte. Le hall principal du manoir débordait de luxe, des lustres en cristal étincelant aux invités vêtus de leurs tenues les plus coûteuses. Henri descendit les escaliers avec sa présence habituelle, saluant brièvement les invités qui croisaient son chemin. Derrière le masque de confiance, il cachait l'inquiétude constante concernant le secret qu'il portait sur sa tête. Il avait confié à Philippe la plus grande des requêtes, ne jamais révéler qu'il portait une perruque. C'était un pacte sacré, une demande qu'Henri croyait que son fils ne trahirait jamais. Philippe, d'autre part, était euphorique. Il était rare que son père le laisse jouer un rôle de premier plan dans quelque chose d'aussi important, et il voulait saisir l'opportunité pour l'impressionner. Il se déplaçait dans le hall comme s'il était l'hôte principal, riant bruyamment, serrant des mains et montrant son charme. « Papa, tout le monde adore, c'est la fête de l'année », s'exclama-t-il en tenant un plateau d'amuse-gueule en s'approchant d'Henri, qui gardait son expression contenue. « J'espère que tout est à la hauteur de ce que tu mérites. » Philippe continua avec un sourire mêlant anxiété et fierté. C'est à ce moment-là que tout s'est effondré. Dans son enthousiasme maladroit, Philippe trébucha légèrement, sans s'en rendre compte, renversa le plateau vers Henri. L'impact fut subtil mais suffisant pour déloger la perruque d'Henri, révélant sa tête complètement chauve. Pendant un bref instant, le hall tomba dans le silence. Les regards des invités se tournèrent vers Henri, en quelques secondes, les murmures commencèrent. Le choc se mêla à l'embarras des invités alors que certains tentaient de réprimer des rires. Henri, sentant le poids des regards collectifs, porta instinctivement ses mains à sa tête, mais il était trop tard. « Je ne voulais pas, balbutia Philippe, réalisant ce qu'il avait fait, mais les mots d'excuse ne suffirent pas à arrêter la vague de commentaires qui se propageait dans le hall. L'un des invités, d'un ton bas mais audible, murmura « Il ressemble à un clown chauve ». Les rires se propagèrent rapidement et l'insulte se solidifia en un surnom cruel qu'Henri n'oublierait jamais. Pour aggraver l'humiliation, une goutte de sauce tomate coula sur le nez d'Henri, complétant la scène qui semblait sortie d'une mauvaise blague. Les yeux d'Henri croisèrent ceux de Philippe, à cet instant, la rancœur naquit. Ce n'était pas seulement de la honte, c'était quelque chose de plus profond, un mélange de trahison et de haine. Philippe tenta de s'approcher pour ajuster la perruque de son père, mais Henri le repoussa brusquement. « Sors d'ici » dit Henri entre ses dents serrées, sa voix chargée de fureur contenue. Il quitta le hall à grands pas, laissant derrière lui son fils et le spectacle des rires et des chuchotements qui résonnaient dans la pièce. Dans les jours qui suivirent, Henri regarda à peine Philippe. L'embarras public s'était transformé en une blessure qu'il ne pouvait s'empêcher de se rappeler à chaque fois qu'il pensait à la scène. Les rires et les regards des invités revenaient à son esprit, alimentant sa colère. « Il m'expose au ridicule, mon propre fils » se répétait Henri avec les poings serrés. Philippe tenta d'innombrables fois de s'excuser, mais toutes les tentatives furent repoussées avec froideur. Henri était déterminé. Philippe devait comprendre la douleur de l'humiliation de première main. C'est ainsi que, par une nuit froide et pluvieuse, Henri ordonna à Philippe de l'accompagner au centre-ville. Philippe ne comprit pas au début, mais obéit, croyant qu'il aurait enfin l'occasion de réparer les choses avec son père. Cependant, à leur arrivée, la vérité fut révélée. Henri gara la voiture devant une allée sale où plusieurs sans-abri se réfugiaient sous des cartons et des couvertures en lambeaux. « Tu vas dormir ici ce soir » déclara Henri avec une calme qui semblait encore plus cruelle. Les yeux de Philippe s'agrandirent, incapable de croire ce qu'il entendait. « Papa, tu es sérieux ? Je sais que j'ai merdé, mais tu ne peux pas me… » commença-t-il, mais Henri l'interrompit. « Tu dois ressentir ce que c'est que d'être humilié, Philippe.
Tu dois comprendre ce que c'est que d'être regardé avec mépris, comme je l'étais à cette fête. Peut-être alors que tu apprendras à réfléchir avant d'agir. » La voix d'Henri ne montrait aucune trace de compassion. C'était une sentence et il n'y avait pas de place pour la discussion. Philippe descendit de la voiture sous le regard froid de son père. La pluie commença à tomber plus intensément et il marcha hésitamment vers le groupe de sans-abri. Henri resta dans la voiture, observant de loin. Pour lui, c'était une leçon nécessaire, une façon de reprendre le contrôle qu'il sentait avoir perdu. Philippe, d'autre part, sentait son cœur s'alourdir d'un mélange de peur et de regret. Il s'approcha lentement des mendiants, cherchant un endroit où s'asseoir. Le sentiment d'être observé et jugé par ceux qui passaient dans la rue était suffocant. Alors qu'il s'installait dans un coin, essayant d'échapper au froid, quelque chose attira son attention. Une des femmes à côté de lui avait le visage blessé, une profonde coupure au-dessus de son sourcil. Les yeux de Philippe s'écarquillèrent, incapable de détourner son regard de la scène. La réalité brute qui se déroulait devant lui le frappa comme un coup. Il eut à peine le temps de traiter ce qu'il ressentait avant de réaliser que la femme le regardait aussi avec une expression de douleur et de méfiance. Puis, dans le silence de cet échange de regards, quelque chose changea en Philippe. Les jours passèrent et Philippe sentit le poids de la décision d'Henri comme une chaîne qui le liait. Depuis cette nuit où il avait été laissé parmi les sans-abri, sa vie était devenue un cycle de privation et d'humiliation. Les vêtements qu'il portait étaient déjà sales et usés, portant l'odeur de la rue et de l'abandon. Le froid transperçait sa peau pendant les nuits et la faim s'installait dans son estomac comme un visiteur indésirable qui n'avait aucune intention de partir. Philippe, habitué à un monde de confort et de privilèges, expérimentait maintenant la dure réalité de ne rien avoir. Chaque jour était un défi pour survivre et chaque instant apportait avec lui une nouvelle couche de désespoir. Au début, Philippe avait essayé de résister à la faim avec le peu d'argent qu'il lui restait. Il achetait des pains durs et des fruits presque pourris dans les marchés de rue, essayant de les faire durer le plus longtemps possible, mais l'argent finit par manquer, le laissant sans choix. La faim, qui auparavant n'était qu'une nuisance, devint une douleur constante, une aiguille coincée dans son estomac. Philippe commença à comprendre ce que signifiait être complètement seul, sans personne pour tendre la main. Il pensait à son père avec un mélange de colère et de tristesse, incapable de comprendre comment Henri pouvait être si cruel. Un jour, après des heures de déambulation dans les rues à la recherche de quelque chose à manger, Philippe trouva une poubelle près d'un restaurant. Il hésita un instant, ressentant la honte qui le rongeait, mais la faim était plus forte que tout orgueil restant. Philippe fouilla dans les ordures jusqu'à ce qu'il trouve un morceau de viande partiellement mangé et un pain moisi. Il avala difficilement, sentant les larmes brûler ses yeux. « Est-ce ce que je suis devenu ?» pensa-t-il en tenant la nourriture de ses mains tremblantes. Puis, avec un soupir résigné, il prit la première bouchée, ignorant le goût amer et la texture désagréable. Le pain était dur et sec, et la viande avait une odeur aigre, mais pour Philippe, c'était suffisant pour faire taire la faim, du moins pendant quelques heures. En mâchant, des larmes coulaient sur son visage. Philippe se souvenait des banquets luxueux qu'il avait à la maison, des tables somptueuses avec des plats préparés par des chefs renommés. Maintenant, il était réduit à manger des restes que même les animaux de la rue ne toucheraient pas. L'humiliation était complète et le poids de la culpabilité pour ce qu'il avait fait à la fête revenait le tourmenter. « Est-ce suffisant pour payer ce que j'ai fait ? Mon père me pardonnera-t-il un jour ?» se demanda-t-il, les yeux fixés au sol. Philippe ne savait pas s'il était plus blessé par son père ou par lui-même. La faim était insupportable, mais le vide émotionnel qu'il portait semblait encore plus grand. Quelques jours plus tard, Henri réapparut, garant sa voiture de luxe à quelques mètres de l'endroit où se trouvait Philippe. Le bruit du moteur fit tourner Philippe. Pendant un bref instant, il sentit une lueur d'espoir. Peut-être que c'était le jour où son père viendrait le sauver, mettant fin à ce cauchemar. Mais un regard sur le visage froid et calculateur d'Henri suffisait pour que Philippe sache que ce ne serait pas le cas. Henri sortit de la voiture portant un sac que Philippe espérait être de la nourriture. Cependant, en l'ouvrant, il réalisa que c'était une tondeuse à cheveux. « Viens dans la voiture » ordonna Henri sans offrir d'explication. Philippe hésita, mais finit par obéir. En chemin, Henri resta silencieux tandis que Philippe regardait par la fenêtre, essayant d'imaginer ce qui allait se passer. À leur arrivée au manoir, Henri le conduisit directement à la salle de bain où la tondeuse était allumée, émettant un son qui résonnait dans la pièce carrelée. « Assieds-toi » ordonna Henri en pointant vers un tabouret au centre de la salle de bain. Philippe obéit, sentant un nœud dans son estomac. Il savait que son père préparait quelque chose, mais il ne pouvait deviner quoi.
Henri s'approcha avec la tondeuse en main et un regard de détermination sur le visage. « Tu as ri de moi cette nuit-là, n'est-ce pas? Tu as exposé mon humiliation au monde entier et maintenant tu vas ressentir ce que c'est que d'être ridiculisé. » Il passa la tondeuse sur la tête de Philippe, arrachant les mèches de cheveux avec des mouvements rapides et précis. Philippe essaya de protester, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Il sentit la tondeuse vibrer contre son cuir chevelu alors que les mèches tombaient au sol en un enchevêtrement confus. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage alors que la voix d'Henri résonnait dans son esprit. « Si tu voulais m'humilier, félicitations, maintenant nous sommes égaux. Voyons comment tu gères ça. » Lorsqu'Henri eut fini, il regarda Philippe avec mépris. « Maintenant, retourne là où tu étais et la prochaine fois que tu penseras à trahir quelqu'un, souviens-toi de ceci, dit-il en pointant la tête rasée de son fils. » Philippe quitta le manoir sans dire un mot, portant le poids de l'humiliation sur ses épaules. En revenant à l'allée où il dormait habituellement, il sentit le vent froid frapper sa tête fraîchement rasée. Le sentiment de vulnérabilité était écrasant et il se demanda jusqu'où son père était prêt à aller pour le punir. Le lendemain arriva et le silence dans la voiture était insupportable. Philippe était assis à l'arrière, la tête baissée, tandis qu'Henri conduisait avec un visage ferme et impassible. C'était la nuit et les lumières de la ville scintillaient autour, mais Philippe ne prêtait aucune attention. Son cuir chevelu brûlait encore du rasage récent et le froid semblait s'infiltrer plus profondément à cause de sa tête exposée. Il savait que son père ne l'emmenait pas simplement à une autre fête, cela avait le poids d'une sentence. Depuis la nuit fatidique où il avait exposé la perruque d'Henri, sa vie était devenue un cauchemar sans fin et il n'avait plus la force de protester. Arrivant au manoir où l'événement devait se dérouler, Henri gara la voiture et sortit sans même regarder son fils. « Sors » ordonna-t-il sèchement. Sans attendre de réponse, Philippe obéit, sentant ses jambes trembler alors qu'il marchait vers l'entrée luxueuse. Les portes doubles s'ouvrirent, révélant un environnement rempli de lumière dorée et de décors exubérants. Des hommes et des femmes richement vêtus occupaient le hall, conversant et riant avec des verres de cristal à la main. Philippe se sentait déplacé, comme s'il n'appartenait plus à ce monde. Il essaya de redresser sa posture, mais l'absence de cheveux et ses vêtements simples le faisaient paraître comme un intrus parmi ces visages impeccables. La présence d'Henri ne passa pas inaperçue, les regards se tournèrent rapidement vers l'hôte et inévitablement vers Philippe. Des murmures commencèrent à résonner dans le hall. Des voix qu'il ne pouvait pas distinguer, mais dont les intentions étaient claires. Philippe sentit ses joues brûler et la honte le fit vouloir disparaître. Il savait ce qui allait arriver. Henri, avec son expression froide, le conduisit au centre du hall comme s'il présentait un spectacle. « Mesdames et messieurs, voici mon fils Philippe » annonça-t-il d'une voix qui ne portait aucune trace de fierté. La formalité de ces mots était comme un poison déguisé en courtoisie. Les chuchotements se firent plus forts et quelques rires étouffés commencèrent à se répandre. Philippe pouvait sentir les regards évaluer sa tête rasée, son apparence négligée, et il tenta de détourner le regard, mais c'était impossible à ignorer. C'est alors qu'un homme, semblant ivre, leva son verre et lança un toast au garçon. Il semble que l'audace soit dans la famille. Les rires qui suivirent étaient assourdissants, résonnant comme une vague d'humiliation. Avant que Philippe ne puisse réagir, il sentit quelque chose de froid et de collant couler sur sa tête. C'était du vin renversé par un autre invité qui riait en versant le liquide directement sur lui. « Arrêtez » cria Philippe en levant les mains pour protéger son visage, mais il était trop tard. Un autre invité, encouragé par la situation, jeta un verre d'eau sur Philippe et le mélange de vin et d'eau coula sur son corps, trempant ses vêtements. Henri, debout à côté de lui, ne fit rien pour arrêter le spectacle, il observa simplement, impassible, comme si c'était une leçon nécessaire. Philippe regarda son père, espérant un signe de compassion, mais ne trouva que de l'indifférence. La honte le consumait et les rires autour de lui semblaient le transpercer comme des couteaux. Lorsque l'humiliation cessa enfin, Henri s'approcha avec des pas lents mais fermes. Chaque mouvement portait la froideur de son intention. Philippe, trempé et tremblant, se sentait plus petit que jamais, comme si le sol sous ses pieds était fait de verre prêt à se briser. « Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Tu n'es pas fait pour des événements comme celui-ci, Philippe, mais ne t'inquiète pas, j'ai un autre destin pour toi. » Les mots sortirent de la bouche d'Henri comme des lames tranchantes, froides et calculées, chaque syllabe imprégnée de mépris. Philippe avala difficilement, incapable de répondre, sentant un nœud se serrer encore plus dans son estomac. L'idée d'un autre destin lui glaça le sang, une sensation de pure terreur parcourant son échine. Avant qu'il ne puisse se recomposer ou demander ce que cette menace voilée signifiait, Henri se retourna, lui faisant signe de le suivre.
Philippe hésita un instant, regardant autour de lui les invités qui murmuraient encore, leurs expressions partagées entre mépris et indifférence. La honte pesait comme une encre sur sa poitrine et ses pas étaient lents alors qu'il suivait son père. Lorsqu'ils atteignirent enfin la voiture, le silence d'Henri était presque plus insupportable que ses mots. Philippe monta à l'arrière, ses vêtements encore humides et collant du vin et de l'eau qui lui avaient été jetés. Le cuir froid du siège semblait se moquer de son inconfort tandis qu'Henri démarrait le moteur sans même le regarder. Le silence dans la voiture n'était pas seulement une absence de son, c'était une présence impressionnante qui remplissait l'espace entre eux. Philippe regarda par la fenêtre, mais la vue de la ville illuminée n'apporta aucun soulagement. Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots ne venaient pas. Le regard d'Henri fixé sur la route était inébranlable, comme si Philippe était invisible pour lui. Pour Henri, cette humiliation n'était pas un incident, c'était une leçon soigneusement planifiée et il ne ressentait pas le besoin de l'expliquer. Philippe, d'autre part, ressentait un tourbillon d'émotions, sa fierté blessée, sa colère contenue et la peur de ce qui allait arriver se mêlaient dans son esprit, rendant impossible une pensée claire. Chaque minute du trajet semblait une éternité. Philippe se demandait ce que son père préparait. Serait-ce une autre punition, une autre humiliation? Il ne savait pas et l'incertitude était une punition en soi. La tension dans l'air était palpable et chaque respiration semblait lourde. Le son du moteur de la voiture et le bruit occasionnel des pneus sur la route étaient les seuls sons qui remplissaient le vide. Philippe se sentait étouffé par le poids des attentes. Il voulait demander, il voulait exiger des réponses, mais le ton glacé de la dernière phrase d'Henri résonnait encore dans son esprit, faisant taire toute tentative de protestation. Le lendemain matin, le silence fut brisé par le bruit soudain de frappe à la porte. Philippe se réveilla en sursaut, les yeux encore lourds de fatigue et la tête battant sous l'écho des humiliations de la veille. Avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passait, la porte s'ouvrit, révélant Henri. Son regard était sévère, presque impassible, comme s'il était devenu incapable de toute émotion autre que le mépris. « Lève-toi et prépare tes affaires », ordonna Henri d'une voix aussi froide que la veille. Philippe tenta de demander la raison, mais les mots moururent avant de quitter sa bouche. Il y avait quelque chose dans le ton d'Henri qui ne laissait aucune place à la discussion. « Tu vas à la ferme », annonça Henri, sa posture rigide et sa voix inébranlable. Philippe cligna des yeux, confus, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. « J'ai un collègue, Marcus, qui a besoin d'aide et tu dois apprendre ce que sont le travail acharné et le respect. Peut-être que cela fera de toi un homme. » Chaque mot semblait une sentence et le poids de la décision de son père tomba sur lui comme une avalanche. « Papa, tu ne peux pas être sérieux, » dit Philippe, trouvant enfin la force de protester, mais Henri leva la main, un geste qui n'était pas agressif mais qui suffisait à le faire taire. « Il n'y a pas de discussion, Philippe, » répondit Henri d'une voix plus tranchante qu'une lame. « Tu feras ce que je dis. Considère cela comme un dernier effort pour te sauver de toi-même. » Ces mots furent comme un coup final, laissant Philippe sans souffle, comme si tout l'oxygène avait été aspiré de la pièce. Il savait qu'il n'y avait aucun intérêt à argumenter, son père était déterminé et toute tentative de résistance serait futile. Henri était un homme qui changeait rarement d'avis et sa décision était incontestable. Quelques heures plus tard, Philippe se retrouva assis à l'arrière d'un vieux camion, une petite valise à ses côtés. Il regardait la route alors que le véhicule secouait sous les trous et les pierres du chemin. La ferme semblait lointaine, non seulement en miles, mais dans tout ce qu'elle représentait. C'était un monde complètement différent de celui dans lequel il avait grandi, un endroit qu'il n'avait jamais imaginé visiter, encore moins y vivre. La réalité de sa situation s'infiltrait lentement dans son esprit comme de l'eau goûtant lentement jusqu'à remplir un verre. Philippe se sentait écrasé par l'injustice de tout cela, mais il ne pouvait éviter de sentir qu'il payait peut-être pour ses erreurs, même si la punition semblait trop cruelle. Le son strident des pneus s'arrêtant ramena Philippe au présent. Il regarda par la fenêtre du camion et vit le paysage aride et simple de la ferme, un contraste saisissant avec l'opulence et le luxe auquel il était habitué. La vue le fit avaler difficilement, sentant le poids de sa nouvelle réalité devenir plus tangible à chaque seconde. Philippe savait que les prochains jours seraient difficiles, mais il n'avait aucune idée de la profondeur des cicatrices laissées par cette expérience. Lorsque Philippe descendit du camion à la ferme de Marcus, la première chose qui le frappa fut l'odeur de la terre, un arôme lourd et humide mêlé au parfum doux amer de la sueur et du fumier. Il regarda autour de lui, observant le paysage qui semblait s'étendre à l'horizon sans la moindre trace de luxe ou de confort. La maison principale était petite et faite de bois, avec de la peinture écaillée et un porche de fortune.
Il n'y avait rien qui ressemblât à la vie que Philippe connaissait, même pas la moindre semblance d'humanité. Marcus émergea de la porte, un homme bronzé et musclé, durci par le travail acharné. « C'est le fils d'Henri » demanda-t-il d'une voix rugueuse et chargée de suspicion. Philippe hocha la tête, sentant un nœud se former dans son estomac. Il savait qu'il n'était pas là pour être traité gentiment. Marcus le conduisit à l'arrière de la maison où une petite pièce avec un lit de fortune et une couverture fine lui servirait de nouveau domicile. Philippe laissa tomber sa valise sur le sol de terre et tenta de s'adapter à une réalité qui semblait de plus en plus cruelle. Avant qu'il puisse penser à se reposer ou à mieux comprendre où il se trouvait, Marcus donna le premier ordre. « Il n'y a pas de loisir ici, gamin. Tu apprendras ce qu'est le vrai travail. On commence tôt demain, maintenant dors, car tu auras besoin de toute la force que tu as. » Les mots étaient plus une mise en garde qu'un conseil et Philippe réalisa qu'il entrait dans une nouvelle sorte d'enfer. Le premier jour commença avant l'aube avec le bruit strident de Marcus frappant à la porte. Philippe se leva de manière chancelante, essayant toujours de se débarrasser de la fatigue accumulée des dernières semaines. Marcus ne lui laissa pas le temps d'hésiter. En quelques minutes, Philippe tenait une houe face à un vaste champ aride qui semblait sans fin. « Tu viendras désherber ça jusqu'à midi, puis on plante dans la prochaine parcelle, dit Marcus sans émotion. Philippe tenta de s'adapter, mais la chaleur du soleil et le poids de la houe rendaient chaque mouvement une bataille. Ses bras, habitués au mieux à porter de légers porte-documents ou des claviers d'ordinateur, tremblaient maintenant sous la tension répétitive. Il transpirait tellement que ses vêtements collèrent à son corps et la soif devint insupportable. Le temps semblait s'étirer avec chaque coup de houe. Philippe sentait des callosités commencer à se former sur ses mains douces, maintenant fissurées et souillées de terre. La sueur coulait sur son visage et la douleur dans ses muscles augmentait à chaque heure. Marcus, d'autre part, travaillait avec une endurance presque inhumaine, observant Philippe avec des regards alternant entre désapprobation et satisfaction. Il était évident que Marcus était là non seulement pour s'assurer que le travail soit fait, mais aussi pour enseigner une leçon cruelle. Lorsque le soleil atteignit son zénith, Marcus appela enfin Philippe pour une pause. Il lui donna une assiette avec une maigre portion de nourriture, un morceau de pain rassis et un peu de soupe maigre qui semblait à peine suffire à sustenter quelqu'un. « Ça suffit, si tu veux plus, travaille plus vite, dit Marcus en engloutissant sa propre portion beaucoup plus généreuse. Les jours suivants suivirent le même schéma. Philippe se réveillait épuisé, travaillait jusqu'à l'épuisement et ne recevait que le minimum de nourriture pour éviter de s'évanouir. Ses mains commencèrent à former des ampoules qui éclataient et se transformaient en plaies ouvertes, mais Marcus ne montra aucune compassion. « Tu voulais vivre comme un prince, n'est-ce pas ? Eh bien, il n'y a pas de place pour ça ici, dit-il d'un ton oscillant entre moquerie et mépris. Philippe ne répondit pas, il n'avait plus la force d'argumenter, encore moins de se plaindre. Il faisait simplement ce qu'on lui disait, essayant d'éviter la fureur du surveillant. Un jour cependant, les choses empirèrent encore lors de l'heure du repas. Philippe fut convoqué par Marcus, mais contrairement d'habitude, il n'y avait pas de nourriture pour lui. « Tu ne manges pas aujourd'hui, dit Marcus calmement, comme s'il informait le temps. Les yeux de Philippe s'écarquillèrent, essayant de comprendre si c'était une blague. « Mais j'ai travaillé toute la journée, Marcus. J'ai besoin de nourriture, dit-il d'une voix presque un murmure, étouffé par la faiblesse et le désespoir. Marcus haussa les épaules, impassible. « Aujourd'hui, tu apprendras que l'effort n'est pas toujours récompensé. Maintenant, retourne au travail. » Philippe sentit un nœud se former dans son estomac, bien plus qu'une simple faim, c'était un mélange d'humiliation et d'impuissance. Il voulait crier, protester, mais il savait que rien ne changerait, alors il retourna au champ, essayant d'ignorer la douleur dans son corps et le vide dans son estomac. Le soleil semblait plus impitoyable ce jour-là, brûlant sa peau exposée et drainant la petite énergie qui lui restait. Chaque mouvement avec la houe était une torture et Philippe avait l'impression que son corps allait se briser. Le lendemain matin, Philippe se réveilla encore plus faible. Son corps lui faisait mal comme s'il avait été battu et sa vision était floue. Il tenta d'ignorer les signes, se convainquant qu'il devait continuer, mais l'épuisement était écrasant. Dans le champ, alors qu'il désherbait sous le regard vigilant de Marcus, il sentit ses jambes trembler. La houe glissa de ses mains, tombant au sol avec un bruit étouffé. Philippe tenta de la récupérer, mais avant qu'il puisse se pencher, son corps céda. Il tomba à genoux, haletant, alors que le monde autour de lui semblait tourner. Marcus, qui observait de loin, croisa les bras comme s'il avait attendu ce moment. Philippe tenta de se relever, mais sa force avait disparu. Sa vision s'assombrit, en un instant, il s'effondra au sol.
Le bruit de son corps frappant le sol fut suivi d'un silence assourdissant, seulement brisé par le vent soufflant doucement à travers les champs. Philippe se réveilla avec un corps lourd et douloureux, comme s'il avait été écrasé par une tonne de pierre. Sa peau brûlait intensément, une chaleur semblant venir de l'intérieur de son propre corps. En ouvrant les yeux, il réalisa la raison. Le soleil impitoyable de la veille avait brûlé sa peau exposée, laissant des marques rouges qui le faisaient frissonner au moindre mouvement. Il était allongé sur le sol de la petite pièce, sans matelas ni confort, juste une couverture fine et sale qui n'offrait aucune protection contre la chaleur ou le froid de la nuit. La faiblesse dominait encore son corps, mais il savait qu'il n'avait pas le luxe de se reposer. Avant qu'il puisse trouver la force de se lever, la porte s'ouvrit brusquement et la silhouette imposante de Marcus apparut, lui lançant un regard de pur mépris. « Tu as assez dormi, espèce de mauviette paresseuse » tonna Marcus en croisant les bras et en fixant Philippe. « Si tu penses qu'évanouir te fera échapper au travail, tu te trompes lourdement. Aujourd'hui, tu apprendras ce qu'est le vrai travail. » Philippe tenta d'expliquer, sa voix faible et brisée. « Je ne me sentais pas bien, je ne pouvais pas. » Mais Marcus n'était pas intéressé par les excuses. Il jeta un seau d'eau froide sur Philippe, le choc thermique le fit grimacer et il poussa un gémissement de douleur. « Lève-toi maintenant » ordonna Marcus. Non seulement il ordonna, mais il s'assura que chaque mot était une humiliation. Philippe, grelottant, rassembla ce peu de force qu'il avait et traîna son corps hors de la pièce. Lorsqu'ils atteignirent le champ, Marcus tendit à Philippe un petit couteau émoussé, rien de plus qu'un morceau de métal rouillé, et pointa vers une zone couverte de mauvaises herbes. « Aujourd'hui, tu désherberas sans eau. Voyons si tu apprends à être efficace avec tes mains. » Les mots portaient un ton moqueur qui fit bouillonner le sang de Philippe, mais il savait que toute protestation serait inutile. Les genoux tremblants, il s'agenouilla sur le sol dur et commença à arracher les mauvaises herbes à main nue. Chaque traction faisait mal à ses doigts et les ampoules déjà formées commençaient à s'ouvrir, rendant ses mains encore plus sensibles. Le soleil était impitoyable et la peau brûlée de Philippe semblait brûler encore plus sous les rayons mercilus. Le travail était lent, épuisant et semblait sans fin. Pour chaque plante arrachée, de nouvelles mauvaises herbes poussaient comme si le champ se moquait de ses efforts. Marcus observait de loin, un sourire satisfait sur le visage, comme un bourreau qui apprécie la souffrance de sa victime. Philippe sentait la sueur couler sur son visage et se mêler aux larmes qu'il essayait de retenir. Ce n'était pas seulement l'épuisement physique qui le détruisait, mais l'humiliation constante, le sentiment qu'il n'était plus un être humain mais un outil jetable. Il se demandait combien de temps il pourrait encore endurer cette torture avant que son corps ne cède à nouveau. Les heures passèrent et Philippe fut enfin libéré. Son corps était si épuisé qu'il pouvait à peine se tenir debout, mais le son de la voix de Marcus le fit bouger. « Va manger quelque chose, mais ne tarde pas trop parce qu'on a encore beaucoup à faire. » Les mots étaient un rappel cruel que ce n'était qu'un bref moment de répit avant la prochaine série de travaux à venir. Philippe marcha jusqu'à l'endroit où il avait l'habitude de recevoir son repas, un bol peu profond de nourriture à peine suffisant pour satisfaire sa faim, mais qui, à ce moment-là, semblait un festin. Il s'assit par terre, tenant le bol avec des mains tremblantes, prêt à manger. Avant de pouvoir prendre la première bouchée, quelque chose attira son attention, un mouvement timide, presque imperceptible, dans le coin de la petite zone où il se trouvait. Philippe tourna la tête et vit un enfant accroupi, maigre et vêtu de haillons, regardant intensément la nourriture dans ses mains. Les yeux de l'enfant étaient enfoncés et vides, mais en même temps remplis d'un désespoir que Philippe reconnut immédiatement comme étant la faim. L'estomac de l'enfant gargouillait audiblement et il semblait lutter contre l'envie de se jeter en avant pour attraper la nourriture. Philippe resta immobile, la cuillère en l'air, ressentant le poids de cette scène. Il regarda le bol, puis l'enfant. Son propre estomac grondait et il savait qu'il avait besoin de nourriture pour avoir de l'énergie pour le reste de la journée. Mais en même temps, il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Il savait ce que c'était que d'avoir faim, de se sentir invisible et impuissant. L'image de cet enfant si fragile et vulnérable était comme un reflet de lui-même. Philippe hésita un instant, mais avant de pouvoir y réfléchir davantage, il tendit le bol vers l'enfant et dit « Mange » d'une voix douce mais ferme. L'enfant le regarda avec incrédulité, comme s'il ne pouvait pas croire ce qui se passait. Lorsqu'ils réalisèrent que l'offre était réelle, ils s'approchèrent lentement, comme craignant que Philippe ne change d'avis. Ils prirent le bol avec de petites mains sales et commencèrent à manger avec une véracité qui brisa le cœur de Philippe. Il observa en silence, ressentant un mélange de tristesse et de satisfaction. La faim brûlait encore dans son estomac, mais d'une certaine manière, l'acte de partage semblait alléger une partie du fardeau qu'il portait.
Il se demanda qui était cet enfant, d'où il venait et pourquoi il était là, mais il n'eut pas le courage de demander. Tandis que l'enfant dévorait la nourriture, Philippe sentit ses yeux se remplir de larmes. Il réalisa que malgré tout ce qu'il traversait, il était encore capable de ressentir de la compassion, encore capable de se soucier de quelqu'un d'autre que lui-même, et à ce moment-là, même si ce n'était que pour un bref instant, il trouva une étincelle de but au milieu du chaos de sa vie. Le temps passé à la ferme semblait s'étendre indéfiniment, chaque jour était une bataille contre l'épuisement, la chaleur et l'humiliation. Un mois s'était écoulé depuis l'arrivée de Philippe au domaine de Marcus, mais la sensation était qu'une vie entière s'y était déroulée. Sa peau, autrefois délicate et protégée par les luxes de la ville, était maintenant marquée par le soleil implacable et les coupures des outils rugueux. Ses mains étaient calleuses, pleines de cloques qui faisaient mal à chaque mouvement, et son esprit semblait courbé mais pas complètement brisé. Philippe sentait que la seule chose qui le maintenait debout était l'espoir tenace qu'un jour tout cela finirait. Cette nuit-là, le vent souffla de manière inquiétante, portant l'odeur forte de la terre et quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Philippe était dans la petite chambre où il dormait, essayant d'ignorer les douleurs qui traversaient son corps après une autre journée de dur labeur. L'air était chaud et le son des grillons semblait plus intense que d'habitude. Soudain, un cri brisa le silence, suivi d'une odeur âcre qui envahit ses narines. Il courut dehors sans comprendre ce qui se passait jusqu'à ce que ses yeux soient confrontés à la vue terrifiante de la maison de Marcus en flammes. Les flammes dévoraient rapidement les murs de bois, illuminant le ciel nocturne de nuances d'orange et de rouge. Philippe sentit son cœur s'accélérer. Il n'aimait pas Marcus, c'est vrai, mais l'idée de le laisser brûler vif était insupportable. Sans réfléchir à deux fois, il courut vers la maison. Les flammes rugissaient comme une bête vivante et la chaleur était presque insupportable. Il couvrit son visage de son bras, essayant de se protéger de la fumée, cherchant une entrée. « Marcus, es-tu là » Sa voix résonna dans le chaos, mais il n'y eut pas de réponse. Philippe hésita un instant, sentant l'instinct de préservation se battre contre le besoin d'aider. Puis, il prit une profonde inspiration et entra dans la maison. La fumée était épaisse et brûlait ses poumons à chaque respiration, ses yeux pleuraient, rendant la vision difficile, mais Philippe continua. Il savait qu'il ne pouvait pas traîner. « Marcus » cria-t-il à nouveau, sa voix rauque et pleine de désespoir. C'est alors qu'il entendit un bruit étouffé venant d'une des pièces. En suivant le bruit, il trouva Marcus allongé par terre, toussant violemment, incapable de bouger. Philippe courut vers lui et tenta de le soulever, mais le poids de l'homme était un défi pour ses muscles épuisés. « Allez, Marcus, tu dois sortir d'ici » dit-il presque en suppliant. Avec un effort surhumain, il réussit à tirer Marcus par les épaules et le guida dehors, alors que le feu léchait les murs autour d'eux. Lorsqu'ils sortirent enfin de la maison, Philippe s'effondra au sol à côté de Marcus, tous deux haletants et couverts de suie. L'air frais n'avait jamais semblé si précieux. Il regarda Marcus, s'attendant à une forme de gratitude, peut-être un simple merci, mais tout ce qu'il reçut fut un regard vide, presque indifférent, comme si ce qui venait de se passer était une simple inconvénience. Marcus se leva avec difficulté, ajusta ses vêtements calcinés et marmonna. « On va devoir reconstruire cette merde maintenant, retourne au travail tôt demain. » Philippe resta immobile, choqué par la froideur de l'homme. Il avait risqué sa propre vie pour le sauver, mais pour Marcus, cela ne semblait pas avoir d'importance. Le lendemain matin, Philippe retourna au champ, épuisé et mentalement secoué. Il traitait encore les événements de la nuit précédente lorsque, au milieu de son travail, ça ou cassa, la poignée déjà vieille et usée ne pouvant supporter la tension et se fendant en deux parties inégales. Philippe regarda les morceaux un moment, sa fatigue et sa frustration grandissant en lui. Il savait que ce n'était pas de sa faute, mais il savait aussi comment Marcus réagirait. Et comme prévu, l'homme apparut peu après avec une expression sévère et une posture menaçante. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda Marcus en pointant les restes de là-haut. Philippe essaya d'expliquer, la poignée était déjà usée, je n'ai pas pu l'éviter. Mais Marcus ne voulait pas entendre ça. Tu penses que tu peux simplement casser mes outils et tout est bon ? Je devrais te retirer ton salaire si tu en avais un, dit-il d'une voix tonitruante, et Philippe se sentit de plus en plus petit. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Marcus croisa les bras et déclara, « Si tu ne peux pas utiliser les outils correctement, alors tu dormiras avec les porcs ce soir. Peut-être que ça t'apprendra à mieux prendre soin de ce qui est à moi. » Les mots frappèrent Philippe comme un coup physique. Il regarda Marcus, incrédule, espérant que c'était une blague de mauvais goût, mais le regard froid de l'homme laissa clairement entendre qu'il était sérieux. Philippe essaya de protester, « Mais ce n'est pas juste, j'ai risqué ma vie pour toi hier. »
Il fit un geste, essayant de trouver les bons mots pour faire appel à l'humanité de Marcus, mais l'homme ne fit que rire. Alors ce que je ne t'ai pas demandé de me sauver, maintenant va dans le porcherie avant que je ne change d'avis et ne fasse quelque chose de pire. Philippe sentit ses jambes trembler alors qu'il marchait vers l'enclos où les porcs étaient gardés. L'odeur forte de la boue et de la saleté était presque insupportable, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Lorsqu'il arriva, il regarda l'espace sale et boueux, essayant de rassembler son courage pour entrer. Ses yeux brûlaient de rage et d'humiliation, mais il prit une profonde inspiration, déterminé à ne pas laisser Marcus voir sa faiblesse. Il entra dans la porcherie, le son des porcs étant sa seule compagnie dans cette nuit sombre et froide. S'installant dans un coin pour éviter le contact direct avec la boue, il sentit une larme rouler sur sa joue. C'était sans aucun doute la nuit la plus humiliante de sa vie et pourtant, alors qu'il levait les yeux vers le ciel étoilé à travers les fentes de bois, une étincelle de résistance demeurait dans sa poitrine. Philippe savait qu'il ne pouvait pas laisser cet homme le briser complètement, mais pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire était d'endurer. Les jours à la ferme continuaient et Philippe avait l'impression d'être piégé dans un cycle sans fin de travail épuisant et d'humiliation. Chaque jour, sa force physique diminuait, mais quelque chose en lui refusait de céder complètement. Il avait perdu presque tout, sa dignité, son confort, sa liberté, mais il lui restait encore une étincelle d'humanité. C'était cette étincelle qui le faisait remarquer les visages affamés autour de lui, en particulier les enfants mendiants qui erraient aux abords de la propriété de Marcus. Leurs yeux enfoncés et leur corps maigre lui rappelaient sa propre faim, le désespoir qu'il avait ressenti lorsqu'il avait partagé sa nourriture avec cet enfant dans le passé. Philippe décida que, même avec si peu, il ferait quelque chose pour aider avec les quelques ressources qu'il avait. Il commença à rassembler des ingrédients. Il prit ce qui restait de la nourriture qu'il lui donnait, des restes de légumes jetés des champs et prit même des moments furtifs pour obtenir un peu d'eau du puits. C'était un effort risqué, mais il savait qu'il ne pouvait plus supporter de voir ces gens souffrir. Un après-midi ensoleillé, il réussit enfin à rassembler tout ce dont il avait besoin et commença à préparer une soupe. Il utilisa une vieille marmite qu'il avait trouvée parmi les débris de la ferme et alluma un petit feu caché derrière une clôture, hors de la vue vigilante de Marcus. Tandis que la soupe bouillonnait dans la marmite, l'odeur commença à attirer l'attention. Un par un, les mendiants et les enfants commencèrent à apparaître, leurs regards pleins de curiosité et de faim. Philippe les invita à s'approcher, distribuant de petits morceaux de pain qu'il avait réussi à cacher ces derniers jours. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que cela aidera », dit-il en essayant de sourire malgré la fatigue qui marquait chaque trace de son visage. Les enfants prirent la nourriture avec des mains tremblantes tandis que les adultes murmuraient des mots de gratitude. Pour un bref instant, Philippe ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, un but. Mais cet instant fut interrompu par le bruit de lourds pas et la voix autoritaire rugueuse de Marcus. Philippe savait très bien ce qui se passait ici. La silhouette imposante de Marcus émergea de l'autre côté de la clôture, ses yeux remplis de colère face à la scène devant lui. Il s'était avancé comme un animal furieux, donnant des coups de pied au seau d'eau que Philippe utilisait pour contrôler le feu. « Tu voles mes affaires pour les donner à ces vagabonds ?» cria Marcus en pointant la marmite. Philippe essaya d'expliquer, sa voix précipitée et pleine de nervosité, « Je voulais juste aider, ils ont faim, Marcus. Ça ne coûtait rien. » Mais Marcus ne voulait pas entendre. Il donna un coup de pied dans la marmite, renversant la soupe sur le sol tandis que les mendiants reculaient de peur. Le liquide chaud se répandait sur la terre, se mélangeant à la poussière, et Philippe sentit une vague de désespoir en voyant son effort détruit si rapidement. « Tu penses que tu peux utiliser ma terre pour nourrir ces gens inutiles ? Ce n'est pas de la charité, gamin. » Marcus rugit, avançant encore plus avant que Philippe ne puisse réagir. Il donna un coup de pied à l'un des mendiants, un vieil homme qui tomba au sol en gémissant de douleur. « Dégage avant que je n'appelle la police », cria-t-il en faisant des gestes menaçants aux autres. Les mendiants et les enfants commencèrent à se disperser, fuyant en panique. Philippe resta immobile, son sang bouillant d'indignation mais incapable de faire quoi que ce soit. Il savait que toute tentative de confrontation ne ferait qu'empirer la situation. « Tu as franchi toutes les limites, » dit Philippe. Marcus s'approcha et le saisit par le col. « À partir de maintenant, tu vas travailler le double. Je vais te briser jusqu'à ce que tu apprennes qui est le patron ici. » Il le relâcha avec force et Philippe tomba à genoux sur le sol, ressentant à nouveau le poids de son impuissance. Dans les jours qui suivirent, Marcus tint sa promesse. Le travail devenait encore plus épuisant et Philippe avait à peine le temps de se reposer.
Sa routine déjà insupportable devint une succession d'ordres brutaux et de tâches impossibles. Alors qu'il désherbait sous le soleil brûlant, les mots de Marcus résonnaient dans son esprit, chaque phrase plus cruelle que la précédente. « Tu n'es rien, gamin, juste un poids mort. » La haine dans le ton de Marcus était palpable et Philippe commença à croire que cet homme ne voulait pas seulement l'humilier, mais le détruire complètement. Ce que Philippe ne savait pas, c'est que les plans de Marcus allaient au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Dans des conversations que Philippe n'entendit jamais, Marcus murmurait avec ses quelques alliés, tissant un complot qui mettait non seulement la santé mentale de Philippe en danger, mais aussi sa vie. Pour Marcus, la présence de Philippe à la ferme était plus qu'une nuisance, c'était une menace pour son autorité, quelque chose qui devait être éliminé. La haine que ressentait Marcus semblait grandir de jour en jour, alimentée par une fureur irrationnelle sans limite. Tandis que Philippe continuait à travailler, la boue tachait ses vêtements et ses mains blessées tenaient des outils usés, il sentait que quelque chose était sur le point de se produire. La tension dans l'air était palpable et chaque regard de Marcus semblait porter une sombre promesse. Philippe savait qu'il devait se préparer au pire, mais l'épuisement physique et émotionnel rendait difficile même de penser à une issue. Il regarda l'horizon, le soleil se couchant en nuances de rouge et d'orange, et se demanda s'il pourrait un jour échapper à ce cauchemar. La journée avait commencé comme les autres à la ferme, Philippe étant réveillé par les cris de Marcus. Le travail semblait sans fin et le soleil punissait sa peau déjà maltraitée. Il était plus maigre, plus faible et la faim était une présence constante, érodant sa force et sa détermination. Cependant, ce jour-là, quelque chose semblait différent. Marcus était plus silencieux que d'habitude, mais il y avait quelque chose dans ses mouvements qui échappait à la perception de Philippe. Un regard furtif, un demi-sourire qui portait une menace silencieuse. Philippe savait que Marcus était cruel, mais il sentait que quelque chose était sur le point de se produire. À midi, alors que Philippe portait des sacs d'engrais, Marcus apparut tenant une assiette de nourriture. La vue était presque un soulagement. Philippe était affamé et la promesse d'un repas, aussi petit soit-il, semblait un miracle. « Voilà, gamin, mange. Tu as besoin de force pour finir le travail, » dit Marcus d'un ton qui semblait presque gentil. Philippe prit l'assiette, le remerciant doucement, mais hésita avant de prendre la première bouchée. L'odeur était étrange, un peu aigre, comme si quelque chose n'allait pas. Il regarda Marcus, qui l'observait avec une expression étrange, presque de satisfaction. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» demanda Philippe, essayant de cacher le soupçon qui commençait à grandir en lui. Marcus haussa les épaules avec un sourire cynique. « Je veux juste m'assurer que tu manges, ne gaspille pas ma générosité. » Les mots, bien que simples, semblaient chargés de quelque chose de plus sombre. Philippe regarda à nouveau l'assiette, sentant son estomac se tordre, non pas de faim, mais de suspicion. Il savait que Marcus n'était pas le genre d'homme à faire quelque chose sans intention. À ce moment-là, l'instinct de survie parla plus fort. Philippe posa lentement l'assiette sur le sol, feignant l'attention, et s'éloigna. « Je mangerai plus tard, je dois finir le travail, » dit-il en essayant de paraître nonchalant. Le regard de Marcus devint plus sombre, mais il ne dit rien. Il se contenta de regarder Philippe. Celui-ci retourna au travail, le visage sérieux, sachant cependant qu'il ne pouvait pas attendre de voir ce que Marcus ferait ensuite. Cette assiette de nourriture semblait être une sentence de mort et il devait s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. À la tombée de la nuit, il rassembla son courage, attendit que le silence tombe sur la ferme, s'assurant que Marcus dormait, et s'enfuit. L'évasion fut désespérée. Philippe courut à travers le champ avec l'adrénaline comme seule source d'énergie. La peur d'être attrapé était plus grande que la fatigue ou la douleur dans ses pieds nus. Il franchit la clôture, traversa les arbres et les buissons, son cœur battant comme un tambour dans ses oreilles. Le vent froid de la nuit lui coupait la peau, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Chaque son autour de lui semblait être les pas de Marcus en poursuite et chaque ombre semblait cacher un danger imminent. Philippe ne savait pas où il allait, mais il devait aller aussi loin que possible. Les heures passèrent et Philippe aperçut enfin une maison à l'horizon. C'était une construction simple cachée parmi les arbres, avec une faible lumière brillant d'une des fenêtres. Il s'approcha prudemment, ses muscles tendus par l'épuisement et la peur. Lorsqu'il s'approcha, il trouva un buisson proche et se croupit, essayant d'observer sans être remarqué. Le silence autour était presque absolu, à l'exception du son de sa respiration haletante et du vent faisant bruisser les feuilles des arbres. Soudain, un bruit derrière lui fit figer son corps. C'était le claquement d'une branche cassée. Philippe se tourna lentement et son cœur faillit s'arrêter lorsqu'il vit la silhouette d'un homme émergeant des ombres.
Il était grand, large d'épaules, avec des cheveux grisonnants et un fusil dans les mains. La lumière de la lune se reflétait sur le métal de l'arme et le visage de l'homme était sérieux, marqué par le temps et la rudesse de la vie à la campagne. Philippe tenta de se recroqueviller davantage dans le buisson, mais la voix profonde et ferme de l'homme interrompit toute tentative de se cacher. « Je t'ai vu là, gamin. Pas la peine d'essayer de te cacher, » dit l'homme, sa voix résonnant dans la nuit. Philippe resta immobile, la peur serrant sa poitrine comme une chaîne invisible. Il était à la merci de cet homme et il n'y avait aucun moyen de savoir quelles étaient ses intentions. Le fusil dans la main de l'étranger était une menace silencieuse et Philippe savait que le prochain mouvement pourrait déterminer son sort. Il savait qu'il était coincé, mais l'instinct de survie le poussa à agir. Sans réfléchir, il se leva de l'endroit où il était accroupi et commença à courir, ses pieds nus écrasant la végétation basse. Le son du fusil qui se chargeait le poursuivit, un bang retentit dans la nuit et Philippe sentit une douleur aiguë dans sa jambe. Il tomba au sol avec un cri étouffé, sa respiration courte et désespérée. L'adrénaline qui le poussait le laissa immobile et il essaya de ramper, bien qu'il sache que c'était inutile. La silhouette de l'homme apparut juste derrière lui, ses pas fermes et déterminés. « Alors voilà, tu es venu ici pour voler ce qui est à moi », accusa l'homme, sa voix chargée de suspicion et de colère. Philippe leva instinctivement les mains, les yeux écarquillés et secoua vigoureusement la tête. « Non, je ne voulais rien voler, s'il te plaît, je courais juste pour m'échapper, je n'ai nulle part où aller, » répondit-il. L'homme fronça les sourcils, son expression toujours dure, mais une hésitation commença à se manifester. Il regarda Philippe, ses yeux observant l'état du jeune homme devant lui. Philippe était maigre, presque squelettique, avec des vêtements en haillons et un visage marqué par l'épuisement et la faim. La rigidité de l'homme vacilla un instant, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, une voix féminine retentit depuis la maison. « Papa, que se passe-t-il » Une jeune femme sortit en courant de la porte, ses cheveux attachés en un chignon désordonné, et s'arrêta en voyant la scène devant elle. « Qui est-il ? Qu'est-ce qui s'est passé ici » L'homme abaissa le fusil mais garda sa posture rigide. « Il se cachait par ici, je pensais qu'il était un voleur. » La jeune femme, que Philippe découvrit s'appelait Sarah, le regarda avec des yeux écarquillés, surprise mêlée de compassion. « Papa, il ne ressemble pas à un voleur, regarde-le, il est blessé et mal nourri. » Sa voix avait un ton d'indignation et d'urgence, et l'homme semblait visiblement mal à l'aise. « Peut-être que tu as raison, mais il faut qu'il explique ce qu'il fait ici avant que je décide quoi faire. » Philippe rassembla ce qu'il lui restait de force pour parler. « S'il te plaît, j'ai fui un endroit horrible, je cherchais juste un endroit pour me reposer, pour échapper. Je ne suis pas un voleur, j'essaie juste de survivre. » Sa voix était faible mais sincère et Sarah sembla absorber chaque mot. Elle se croupit à côté de lui, ignorant le regard prudent de son père, et posa une main douce sur son épaule. « Papa, nous ne pouvons pas le laisser comme ça, il a besoin d'aide. Emmenons-le chez le médecin. » L'homme hésita, toujours méfiant, mais le regard suppliant de sa fille sembla vaincre sa résistance. Après quelques instants de silence, il murmura quelque chose d'inintelligible et hocha la tête. « Très bien, mais s'il tente quelque chose ?» Il ne termina pas la phrase, mais l'avertissement était clair. Sarah appela à l'aide et ensemble, ils réussirent à faire entrer Philippe dans la maison. Là, le père posa le fusil de côté tandis que Sarah évaluait l'état de Philippe. « Tu es gravement dénutri. Quand as-tu pris un repas décent pour la dernière fois ?» demanda-t-elle, les yeux pleins d'inquiétude. Philippe secoua la tête, incapable de se souvenir. Le père prit les clés de la voiture, avec l'aide de Sarah, ils emmenèrent Philippe chez le médecin le plus proche. Le voyage se fit dans le silence, à l'exception des murmures occasionnels de Sarah pour réconforter Philippe. Le médecin, après avoir examiné Philippe, confirma qu'il était gravement dénutri et avait besoin de repos et de soins immédiats. La jambe blessée, bien que douloureuse, ne causerait pas de problème permanent tant qu'il suivrait les instructions de récupération. Sarah insista pour le ramener à la maison et le père, bien que réticent, accepta. Les jours qui suivirent furent marqués par une nouvelle et inattendue routine pour Philippe. Il était sous les soins de Sarah, qui apportait de la nourriture et changeait les pansements sur sa jambe. La méfiance initiale du père commença à céder la place à un respect silencieux, Philippe se révélant être travailleur et discret, aidant avec de petites tâches. À mesure qu'il reprenait des forces, il passait les matins à aider dans les champs et les après-midi à parler avec Sarah, qui semblait véritablement intéressée par son histoire. Les deux formèrent un lien de confiance qui grandit chaque jour. Philippe commença à sentir qu'il avait peut-être trouvé un endroit où il appartenait.
Les mois passèrent et Philippe devint progressivement une présence indispensable dans la maison. Le travail dans les champs était ardu, mais Philippe trouvait une étrange satisfaction à contribuer et à être utile, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le père de Sarah, malgré sa réserve naturelle, commença à faire confiance à Philippe. C'était subtil, se manifestant par un hochement de tête ou un simple « bon travail », mais pour Philippe, ces petits signes avaient une signification profonde. Il était arrivé dans cette maison en tant qu'étranger blessé, mais lentement, il gagnait sa place, non seulement dans le travail, mais dans la dynamique de cette famille. Sarah, à son tour, était la raison pour laquelle Philippe trouvait la force de continuer. Elle était gentille d'une manière qu'il ne connaissait pas, toujours attentive à ses besoins et prête à écouter quand il avait besoin de se défouler. Les deux passaient les nuits à discuter sous le ciel étoilé, partageant histoire et espoir qui, aussi improbables qu'ils puissent paraître, apportaient un peu de lumière dans leur vie. Philippe se surprenait à penser à quel point sa présence avait tout changé. Avant, il était perdu, fuyant un cauchemar, mais maintenant, il sentait qu'il y avait peut-être quelque chose pour lequel valait la peine de se battre. Sarah n'était pas seulement une compagne, elle était une ancre. Lorsque Philippe parlait de ce qu'il avait vécu avec Marcus, elle écoutait patiemment, ses yeux reflétant un mélange d'indignation et de tristesse. « Tu es bien plus fort que tu ne le penses, Philippe, » dit-elle une nuit, sa voix basse et chargée de sincérité. Ces mots restèrent avec lui, résonnant dans son esprit pendant les jours les plus difficiles. Sarah avait la capacité de trouver le meilleur dans chaque situation et Philippe se demandait comment quelqu'un d'aussi gentil et résilient pouvait exister dans un monde aussi cruel. La routine de la maison suivait son cours, mais la présence de Philippe apportait des changements. Il aidait à alléger la charge de travail du père de Sarah, qui commença progressivement à assouplir son attitude sévère. Bien qu'il maintenait encore une certaine distance émotionnelle, il y eut des moments où un léger sourire échappait à ses lèvres en regardant Philippe dans les champs, comme si le père reconnaissait que le jeune homme était devenu une partie de cet endroit, non pas comme un intrus ou une obligation, mais comme quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Tout semblait trouver un équilibre, mais Philippe sentait que quelque chose persistait dans l'air. Il remarqua que Sarah semblait plus pensive, ses yeux souvent distants comme si elle gardait un secret. Il tenta de lui poser la question quelques fois, mais elle changeait toujours de sujet avec un sourire. Jusqu'au jour, alors qu'ils étaient seuls sur le porche, Sarah brisa le silence. Son ton de voix était différent, presque hésitant, et Philippe réalisa immédiatement que quelque chose d'important allait arriver. Philippe était assis sur les marches, essuyant ses mains après une journée de travail, lorsque Sarah s'approcha et s'arrêta à côté de lui. Il leva les yeux, remarquant son visage plus sérieux que d'habitude. « Philippe, j'ai quelque chose à te dire », dit-elle en détournant le regard un instant avant de finalement le regarder dans les yeux. Le cœur de Philippe s'emballa à son ton et il sentit un poids croissant dans l'air. « Qu'est-ce que c'est ? Sarah, il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il, son inquiétude évidente dans sa voix. Il laissa tomber le chiffon qu'il tenait, son attention entièrement portée sur elle. Sarah prit une profonde inspiration, comme rassemblant son courage pour dire ce qui le tracassait. Le silence entre eux était épais, rempli d'attente et d'appréhension. Lorsqu'elle parla enfin, ses mots tombèrent comme la foudre, brisant l'équilibre que Philippe commençait à reconstruire. « Je suis enceinte et c'est à toi, Philippe. » La déclaration flottait dans l'air pendant quelques secondes, comme si le monde s'était arrêté. Philippe sentit une vague d'émotions écrasantes l'envahir. Il la regarda, ses yeux reflétant un mélange de surprise, d'incrédulité et une touche de joie nerveuse. Son esprit courait dans de nombreuses directions à la fois. Les semaines passées ensemble, les moments de réconfort et de connexion, tout prenait maintenant un sens d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Mais en même temps, le poids de la responsabilité et de l'incertitude pesait lourdement sur lui. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais les mots ne vinrent pas immédiatement. Tout autour de lui semblait changer, comme si ce moment était le début d'un tout nouveau chapitre de sa vie. Ailleurs, le son de la voiture de luxe de Henri perça le silence de la ferme alors qu'il se gara devant la maison usée de Marcus. Le paysage environnant était aride, marqué par le temps et le travail épuisant de la terre. Henri descendit du véhicule d'un pas hésitant, ses vêtements impeccables contrastant avec le paysage accidenté autour de lui. Des mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait réfléchi à ce qu'il avait fait et la culpabilité était devenue une ombre constante dans sa vie. Envoyer Philippe à la ferme avait semblé à l'époque une punition juste, une manière de lui enseigner le respect et la valeur de la vie. Cependant, avec le temps, Henri commença à remettre en question sa décision. L'absence de nouvelles de son fils le rongeait de l'intérieur et il décida d'affronter tout ce qui était nécessaire pour le retrouver.
La porte de la maison grinça lorsque Marcus apparut sur le seuil, essuyant ses mains tachées de saleté sur un chiffon déjà couvert de suie. Ses yeux croisèrent ceux de Henri. Pendant un instant, une tension presque palpable flottait dans l'air. Marcus savait que cette rencontre pourrait soulever des questions compliquées, mais son visage resta impassible. « Henri, quelle surprise! Qu'est-ce qui t'amène ici après tout ce temps ?» demanda-t-il, son ton tentant de paraître amical mais portant une légère dureté. Henri prit une profonde inspiration avant de répondre, essayant de contenir l'anxiété qui le tenait. « Je suis ici pour Philippe. Ça fait un moment que je n'ai eu aucune nouvelle de lui et je pensais que peut-être tu pourrais me dire où il est. » Les mots sortirent plus précipitamment qu'il ne l'avait prévu, révélant la nervosité qu'il essayait de cacher. Marcus, de son côté, resta calme. Il croisa les bras, s'appuyant contre le cadre de la porte, et répondit avec une froideur calculée. « Philippe, ce garçon à toi, il a disparu il y a longtemps. Un jour, il a simplement disparu et n'est jamais revenu. Je pensais qu'il était parti pour de bon. » La réponse frappa Henri comme un coup de poing dans le ventre. Il sentit son cœur s'accélérer et une vague d'inquiétude l'envahir. « Que veux-tu dire par il a disparu? Pourquoi ne m'as-tu pas informé? Il pourrait être perdu, avoir besoin d'aide, » s'exclama-t-il, sa voix tremblant de frustration. Marcus haussa les épaules comme si la situation n'était pas de sa responsabilité. « Je ne savais pas où il était. Je ne suis le baby-sitter de personne. » Henri, il était assez fort pour se débrouiller tout seul, du moins je le pensais. Henri regarda Marcus, incrédule, les mots du fermier résonnant dans son esprit. Il savait qu'il avait fait une erreur en envoyant Philippe là-bas, mais il n'avait jamais imaginé que la situation aurait pris une telle ampleur. Son esprit était envahi par des images de son fils perdu, peut-être confronté à des dangers qu'il n'aurait jamais dû connaître. « Tu aurais dû me le dire, Henri, » dit-il, sa voix plus basse et chargée de tristesse. Il passa sa main sur son visage, sentant le poids de sa culpabilité grandir encore. Ne sachant plus quoi faire, Henri retourna à sa voiture, quittant la ferme de Marcus. En revenant en ville, il ressentit un cœur lourd à la pensée qu'il pourrait ne jamais revoir Philippe. Il se blâma pour tout, pour chaque décision qui l'avait conduit à ce moment. La douleur du regret était comme une plaie ouverte qui ne guérissait jamais, et il savait qu'il devrait vivre avec cela pour le reste de sa vie. Le monde semblait vide, plus sombre sans la présence du fils qu'il avait négligé si longtemps. 8 ans passèrent et Henri avait changé en tant que personne. L'arrogance qui définissait autrefois sa personnalité avait été remplacée par une humilité qu'il ne savait pas posséder. Il avait tout perdu ce qui comptait pour lui, le respect, la confiance de son fils, surtout, la fierté qu'il chérissait tant. Maintenant, il dédiait sa vie à aider les autres, peut-être comme une façon de chercher la rédemption. Il parcourait les rues de la ville, distribuant de la nourriture et des vêtements à ceux qui en avaient besoin, essayant de trouver un sens à ses actions. Un après-midi ensoleillé, en marchant dans une rue animée, Henri aperçut un mendiant assis sur le trottoir. L'homme était maigre, vêtu de haillons et tenait une pancarte demandant de l'aide. Henri s'arrêta devant lui, sortit un billet de banque de sa poche et le lui tendit, ainsi qu'un sac de nourriture. « Tiens, ça devrait t'aider pour l'instant, » dit-il avec un sourire doux. Le mendiant leva les yeux, surpris, et marmonna un merci. Henri ressentit une légère satisfaction, une petite étincelle de but au milieu du vide qui l'engloutissait. Mais soudain, une douleur aiguë transperça sa poitrine. Il se saisit le cœur, essayant de garder l'équilibre, mais ses jambes fléchirent et il tomba à genoux sur le trottoir. Des gens commencèrent à se rassembler autour de lui, certains appelant à l'aide tandis que d'autres le regardaient avec des expressions préoccupées. Henri sentit sa vision s'assombrir et une sueur froide couvrit son front. Il essaya de respirer, mais l'air semblait s'échapper de ses poumons. Au milieu du chaos, une seule question résonna dans son esprit, « Philippe va-t-il bien? Pense-t-il encore à moi ?» Et puis tout devint noir. Le bruit de la chute de Henri sur le trottoir était comme un claquement qui brisait le flux naturel de la rue. Les passants se retournèrent instantanément, certains s'arrêtant pour regarder, d'autres s'approchant timidement. Il était allongé sur le sol, son corps tendu et courbé, les mains pressant sa poitrine comme pour contenir une douleur insupportable. La sueur coulait sur son front et ses yeux à moitié fermés semblaient lutter pour rester ouverts. Une femme cria, appelant à l'aide, tandis qu'un petit groupe de spectateurs commençait à entourer l'homme tombé. « Quelqu'un appelle une ambulance !» s'écria un jeune homme, téléphone en main, mais l'hésitation dans sa voix laissait entendre qu'il ne savait pas quoi faire. Au-delà de cela, Henri sentit le monde tourner autour de lui, sa vision alternant entre des éclairs de lumière et l'obscurité. Sa respiration était courte et douloureuse,
comme si chaque souffle nécessitait un effort surhumain. Il savait que quelque chose n'allait terriblement pas. Au milieu de la panique, des images de son passé commencèrent à envahir son esprit. Philippe, le nom résonnait dans ses pensées comme une prière, une supplique. « Je voulais juste le voir une dernière fois », pensa-t-il alors que des larmes chaudes coulaient sur son visage. Le chaos autour de lui grandissait, les voix se mêlant pour former une cacophonie de sons qui semblaient lointains et étouffés pour Henri. Des gens s'agenouillèrent à ses côtés, mais personne ne savait exactement quoi faire. C'est alors qu'inopinément, une petite et déterminée silhouette poussa à travers la foule. Un garçon, pas plus âgé que 8 ans, se croupit à côté de Henri avec une gravité qui contrastait avec son âge. Il avait les cheveux foncés, légèrement ondulés, et des yeux qui portaient une intensité surprenante. « Donne-lui de l'espace », s'exclama le garçon, sa voix claire et autoritaire, comme s'il avait de l'expérience dans de telles situations. Les gens, surpris par son comportement, reculèrent instinctivement. Le garçon posa ses mains sur la poitrine de Henri, juste au-dessus de son cœur, et commença à appuyer rythmiquement avec ses petits bras, démontrant une force inattendue. Il compta à voix haute avec chaque compression, son ton ferme et concentré. 1, 2, 3. Il jeta rapidement un coup d'œil au visage de Henri, l'évaluant comme s'il cherchait des signes d'amélioration. La foule regardait en silence, prise dans un mélange d'incrédulité et d'espoir. Quelqu'un murmura « Il sait ce qu'il fait », et une autre voix répondit « Laisse-le continuer, c'est le seul qui essaie quelque chose ». Les secondes semblèrent s'étirer à l'infini alors que le garçon continuait les compressions thoraciques. Henri, qui était resté immobile jusqu'alors, fit soudain un petit spasme, un faible gémissement s'échappa de ses lèvres et sa respiration, auparavant presque inexistante, commença à revenir de manière irrégulière mais perceptible. Le garçon ne s'arrêta pas, encouragé par la réponse de Henri. « Tu vas t'en sortir », murmura-t-il, comme s'il parlait plus à lui-même qu'à Henri. Ses yeux brillaient de détermination et ses mains continuaient à presser la poitrine de Henri avec précision. Finalement, Henri prit une profonde inspiration, un son rauque retentit dans la rue. Ses yeux s'ouvrirent lentement, sa vision encore floue, mais suffisamment claire pour distinguer la silhouette du garçon devant lui. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre ce qui se passait, puis ses yeux se fixèrent sur le visage du garçon et quelque chose en lui changea. Il y avait quelque chose d'étrangement familier chez ce garçon. La forme de ses yeux, le contour de son visage, même la façon dont il inclinait la tête en se penchant un peu en arrière pour vérifier si Henri était vraiment réveillé. Henri sentit une vague de choc traverser son corps, comme s'il avait été frappé par la foudre. « Qui es-tu » chuchota Henri, sa voix rauque et faible mais chargée d'émotion. Le garçon inclina la tête, confus par la question, mais avant qu'il ne puisse répondre, Henri commença à pleurer. Des larmes coulèrent sur son visage et il porta sa main tremblante à sa poitrine, comme s'il essayait de retenir un cœur sur le point d'éclater. « Tu ressembles exactement à Philippe, mon fils » dit-il entre deux sanglots. Le garçon fronça les sourcils, visiblement perplexe, mais ne dit rien. La foule autour observait en silence, ne comprenant pas pleinement ce qui se passait mais consciente que quelque chose de profondément émotionnel se déroulait devant leurs yeux. Henri continua de regarder le garçon, comme s'il avait vu un fantôme. Chaque trait de son visage était le miroir du jeune Philippe qu'il avait tant désiré, un souvenir vivant de tout ce qu'il avait perdu. Les pleurs de Henri s'intensifièrent, ses larmes se mêlant à la sueur sur son visage. « C'est un miracle », murmura-t-il presque sans force. Et puis, avec son cœur encore lourd et ses émotions brisées, Henri permit à la vue du garçon d'être la dernière chose sur laquelle il se concentra alors que le monde autour de lui semblait s'estomper en un flot. Le son monotone des machines à l'hôpital remplissait l'environnement alors qu'Henri ouvrait lentement les yeux. L'éclat de la lumière fluorescente était aveuglant et il cligna plusieurs fois avant de réaliser où il se trouvait. Son corps était encore faible et son cœur battait de manière irrégulière, mais il était vivant. Une infirmière entra dans la pièce, ajustant l'équipement et vérifiant son état. « Tu as eu de la chance » dit-elle d'un ton doux. « Si ce garçon n'avait pas agi rapidement, tu ne serais peut-être pas là maintenant. » La mention du garçon ramena tout à l'esprit d'Henri comme un flot de souvenirs et d'émotions. « Je dois le voir » dit Henri, sa voix rauque mais remplie d'urgence. L'infirmière hésita un instant, mais le regard déterminé d'Henri la convainquit. Elle promit de chercher le garçon et quitta la pièce. Chaque minute qui passait semblait une éternité pour Henri. Il avait besoin de réponses, il devait comprendre ce qui se passait. L'image du garçon si semblable à Philippe ne quittait pas son esprit. Lorsque la porte de la chambre s'ouvrit enfin à nouveau, Henri retint son souffle. Le garçon entra,
portant un petit sac à dos et regardant autour de lui avec un mélange de curiosité et de nervosité. Henri sentit son cœur s'accélérer en le voyant de nouveau, comme si le destin avait placé ce moment devant lui pour un but plus grand. Le garçon s'arrêta à côté du lit, regardant Henri avec de grands yeux attentifs. « Tu as demandé à me voir ?» demanda-t-il d'un ton doux mais ferme, comme s'il était habitué à prendre soin de lui-même. Henri hocha la tête, essayant de contrôler l'émotion qui menaçait de déborder. « Quel est ton nom, garçon ?» demanda Henri, sa voix tremblant encore. « Alexander » répondit-il sans hésitation. Le nom semblait être une révélation pour Henri, mais il avait besoin de confirmer ce que son cœur soupçonnait déjà. « Alexander, puis-je te poser une question ?» continua-t-il, essayant de garder son ton calme. Le garçon hocha la tête, curieux. Henri prit une profonde inspiration avant de demander « Comment s'appelle ton père ?» Alexander inclina la tête, comme si la question était étrange, mais répondit sans hésitation « Mon père s'appelle Philippe. » Les mots furent comme un coup à Henri. Il sentit l'air s'échapper de ses poumons et ses yeux se remplirent de larmes. La confirmation était écrasante. L'enfant devant lui n'était pas seulement un garçon qu'il avait sauvé, il était son petit-fils. « Philippe est mon fils », dit Henri, sa voix étranglée. Alexander cligna des yeux, surpris, mais ne dit rien. Henri leva sa main tremblante, comme s'il voulait toucher le garçon, mais hésita, craignant de le effrayer. « Où est ton père maintenant, Alexander ?» demanda-t-il, déjà redoutant la réponse. Le visage d'Alexander se ferma un instant, comme s'il revivait un souvenir douloureux. « Mon père, il est parti », dit le garçon d'une voix basse mais ferme. L'impact de la révélation frappa Henri de plein fouet. Il posa sa main sur sa poitrine comme s'il pouvait soulager la douleur qui semblait serrer son cœur. « Parti », murmura-t-il, les mots semblant trop lourds pour être prononcés. « Comment cela a-t-il pu arriver ?» Alexander hésita, mais avant qu'il ne puisse répondre, Henri posa une autre question, comme s'il était désespéré de comprendre. « Et ta mère, où est-elle » Alexander baissa la tête, serrant fermement les sangles de son sac à dos. « Ma mère, elle est avec un homme nommé Marcus. Il la traite comme une esclave. Elle m'a envoyé partir parce qu'elle savait qu'il me ferait aussi du mal. Maintenant, je suis seul. » Les mots du garçon portaient une maturité triste bien au-delà de ses 8 ans. Henri ressentit une colère grandissante en lui. Marcus, ce nom évoquait des souvenirs amers d'un passé qu'il avait tenté d'oublier. Et maintenant, une fois de plus, cet homme causait douleur et destruction. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela avant ?» demanda Henri en essayant de contrôler le mélange d'émotions qui bouillait en lui. Alexander leva les yeux, pour la première fois, Henri vit des larmes dans ses prunelles. « Parce que je ne savais pas en qui avoir confiance », répondit le garçon avec une honnêteté douloureuse. « Ma mère disait que le monde était dangereux et je l'ai vu par moi-même. Mais quand je t'ai vu par terre, je voulais juste aider. » Les mots du garçon transpercèrent Henri comme un couteau. Il vit non seulement le reflet de Philippe en Alexander, mais aussi la douleur et la force d'un enfant qui avait affronté plus qu'il n'aurait dû. Henri, les larmes coulant librement sur son visage, regarda le garçon avec une détermination renouvelée. « Tu as fait plus pour moi que je n'aurais jamais pu imaginer, Alexander. » Il dit d'une voix plus ferme maintenant. « Et je promets que je ne te laisserai pas affronter cela seul. Nous allons sortir ta mère des mains de Marcus. » Alexander regarda Henri avec un mélange d'espoir et d'incrédulité, comme s'il voulait y croire mais ne savait pas si c'était possible. « Tu vas vraiment faire ça ?» demanda-t-il d'une voix hésitante. Henri hocha la tête, tenant fermement la main du garçon. « Je le suis. Tu m'as sauvé, Alexander. Maintenant, c'est mon tour de vous sauver tous les deux. » Le garçon serra la main de Henri. À ce moment-là, quelque chose changea entre eux. Ce n'était pas simplement une rencontre fortuite, mais le début d'un nouveau voyage, une chance de rédemption et de reconstruire des liens que le temps et les circonstances avaient brisés. Alors que le soleil commençait à se lever le lendemain, Henri, assis sur le lit d'hôpital, regarda Alexander dormir dans un fauteuil près. Il savait que le chemin à venir serait dangereux et plein d'incertitudes, mais pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il avait un but. Avec cela, il prit sa décision, il affronterait Marcus, quel qu'en soit le prix. L'environnement de l'hôpital était calme, à l'exception du doux son de la respiration d'Alexander qui dormait toujours dans le fauteuil près du lit. Henri observa le garçon un moment, son esprit bourdonnant de pensées. Il avait pris une décision claire, sauver la mère d'Alexander et mettre fin au cycle de souffrance que Marcus avait imposé à cette famille. Prudemment, il se leva et toucha l'épaule du garçon. « Alexander, réveille-toi, nous devons partir », dit Henri d'une voix douce mais chargée de détermination.
Alexander ouvrit lentement les yeux, clignant pour s'adapter à la lumière inondant la pièce. Il sembla confus un instant, mais se souvint bientôt des conversations de la nuit précédente. « Nous partons » demanda-t-il d'une voix encore rauque de sommeil. Henri hocha la tête en l'aidant à se lever. « Oui, mais d'abord, nous allons chez moi. Je dois prendre la voiture et me préparer. » Alexander ne dit rien, mais son regard montrait autant d'anxiété qu'il y avait d'espoir. Il voulait voir sa mère, mais la peur de ce qu'il pourrait trouver le hantait toujours. Déjà chez Henri, il attrapa les clés de la voiture et vérifia rapidement s'il avait tout ce dont il avait besoin. « Alexander, reste ici. Ce voyage est dangereux. Tu as déjà fait tellement pour moi, maintenant c'est mon tour de m'occuper de cela seul, » dit Henri en essayant de garder un ton ferme. Mais le garçon secoua vigoureusement la tête. « Je veux y aller. Ma mère est là. Elle a aussi besoin de moi. » Henri soupira mais décida qu'il n'y avait pas de temps pour discuter. « Non, tu restes, » dit-il en se dépêchant. La route était longue et déserte, le silence entre eux rempli seulement par le son du moteur et le vent soufflant à travers les fenêtres à moitié ouvertes. Henri regarda la route avec concentration. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange dans le rétroviseur. Il cligna des yeux, pensant que ce n'était que son imagination, mais là, c'était Alexander courant vers la voiture. « Que fais-tu ici ? Je t'ai dit de rester » cria Henri en arrêtant brusquement le véhicule et en sortant pour le confronter. « Je ne peux pas rester, je dois voir ma mère » répondit Alexander d'une voix tremblante d'émotion. Henri essaya de discuter, mais le garçon était inflexible. « Elle m'a tout appris, c'est elle qui m'a montré comment faire du CPR. Elle disait toujours que je devais aider les gens, même si c'était dangereux. Comment puis-je rester ici alors qu'elle est toujours entre les mains de cet homme ?» Le ton sincère du garçon fit soupirer profondément Henri. Il savait qu'il ne pouvait pas le convaincre de revenir. « Très bien, monte dans la voiture, mais tu vas faire exactement ce que je dis. » Compris ? Ils continuèrent leur voyage, à nouveau dominé par le silence. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'ancienne ferme de Marcus, l'endroit semblait désolé. La maison était abandonnée, les fenêtres brisées et les mauvaises herbes poussant autour. Ils sortirent de la voiture prudemment, marchant vers l'entrée. Alexander tenait fermement la main de Henri, ses grands yeux scrutant les environs à la recherche de signes de vie. Henri poussa la porte qui grinça en s'ouvrant, révélant un intérieur vide et poussiéreux. « Il n'y a personne ici » dit Henri en regardant autour. Alexander semblait bouleversé. « Il n'est pas ici, mais je sais où il est » dit le garçon d'une voix tremblante. Henri s'agenouilla pour être à la hauteur d'Alexander. « Que veux-tu dire ? Où est-il » Alexander prit une profonde inspiration avant de répondre. « Il a tué mon grand-père, le père de ma mère, et mon père est mort d'une maladie. Après leur départ, Marcus a emmené ma mère dans la maison qui appartenait autrefois à mon grand-père. C'est là qu'il est maintenant. Je sais qu'elle est là. » Henri sentit la colère grandir en lui. Chaque mot d'Alexander semblait alimenter le feu qui brûlait déjà dans son cœur. « Alors c'est là que nous allons. Nous allons sortir ta mère de là, quoi qu'il en coûte. » Ils retournèrent à la voiture et se dirigèrent vers l'ancienne maison de Philippe. Le moteur ronronnait à un rythme régulier, mais le silence entre eux était presque assourdissant. La route devant eux serpentait à travers des champs désolés et des arbres secs, comme si le paysage lui-même reflétait le poids de leur mission. Alors qu'ils conduisaient, Alexander gardait les yeux fixés sur la fenêtre, mais il était évident qu'il ne voyait ni les arbres ni les courbes de la route. Ses pensées étaient loin, probablement avec sa mère, imaginant ce qu'elle pourrait affronter à ce moment-là. Henri, de son côté, serrait fermement le volant, ses mains se crispant tellement que ses jointures blanchissaient. Il regardait la route, mais dans son esprit, une bataille interne le consumait. Sommes-nous déjà trop tard ? Et si quelque chose lui était déjà arrivé ? Ces questions tourbillonnaient dans la tête de Henri, chacune plus troublante que l'autre. Il savait qu'il devait rester concentré, mais l'urgence du moment faisait battre son cœur plus vite qu'il ne l'aurait souhaité. Il jeta un coup d'œil à Alexander, qui restait silencieux, les sourcils froncés et les lèvres pressées en une ligne fine. Le garçon ne se plaignait pas, ne pleurait pas, mais le silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Henri se demandait comment un si jeune enfant avait pu endurer autant. La voiture tanguait en heurtant des nids de poules sur la route, le mouvement saccadé faisant qu'Alexander s'accrochait aux côtés de son siège. « Cette route est horrible » murmura Henri en essayant de soulager la tension par une simple observation. Mais Alexander ne répondit pas. Il hocha simplement légèrement la tête, ses pensées clairement ailleurs. Henri ressentait le poids de la responsabilité grandir encore plus lourdement. Il savait qu'il ne pouvait pas échouer, pas cette fois.
Alexander avait besoin de lui autant que la mère du garçon. C'est alors qu'au milieu du voyage, un bruit fort brisa le silence. C'était un bruit métallique suivi d'un à-coup qui fit que la voiture se figea sur le côté. Henry appuya violemment sur les freins, se garant soigneusement sur le bas-côté. Alexander sentit son cœur bondir et regarda Henry avec de grands yeux. « Que s'est-il passé » demanda-t-il d'une voix fine, empreinte d'appréhension. Henry sortit rapidement de la voiture en marmonnant « Merde », examinant la roue avant. Le pneu était complètement crevé, une large entaille révélant qu'il n'y avait aucun moyen de continuer sans le changer. Henry passa sa main dans ses cheveux, frustré, tandis qu'Alexander sortait de la voiture pour le rejoindre. Le garçon regarda le pneu avec une expression abattue, les épaules légèrement affaissées. « Que allons-nous faire maintenant » demanda-t-il d'une voix teintée d'anxiété. Henry le regarda en essayant de cacher sa propre inquiétude. Il savait qu'il devait être la figure calme et résolue pour le garçon. « Nous allons trouver une solution, mais nous devons être rapides, répondit-il d'un ton ferme mais non autoritaire. Alexander resta à côté de Henry, observant pendant que ce dernier cherchait le cric et la roue de secours dans le coffre. La lumière du jour commençait à faiblir et le vent devenait plus froid, soulevant la poussière autour de la voiture en panne. Le garçon croisa les bras, son regard divisé entre Henry et l'horizon vide. « Et si Marcus réalisait que nous venons » demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans son ton. Henry fit une pause un moment, cric en main, et regarda le garçon. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Cela n'a pas d'importance, nous la trouverons, Alexander. »« Rien ne va nous arrêter, » dit Henry en commençant à changer le pneu. Alexander regarda autour de lui, comme s'il s'attendait à voir quelque chose ou quelqu'un émerger de l'horizon. Chaque son semblait amplifié dans le silence de la route déserte, du grognement du cric soulevant la voiture au bruissement des feuilles portées par le vent. Le temps semblait s'étirer, chaque minute s'éternisant. Sentant son impuissance, Alexander s'approcha de Henry. « Puis-je aider » demanda-t-il d'une voix chargée de détermination enfantine. Henry le regarda et esquissa un petit sourire, un rare moment de légèreté au milieu de la tension. « J'apprécie l'offre, gamin, mais je pense que j'ai tout sous contrôle. Rends-moi simplement un service, garde un œil sur la route, dit-il. » Alexander hocha la tête et retourna à l'observation de l'horizon. Le vent se leva, ébouriffant ses cheveux et le faisant se serrer contre lui pour se réchauffer face au froid croissant. Il ne savait pas comment, mais il sentait que chaque seconde perdue ici était cruciale. Il regarda Henry, qui luttait pour ajuster le nouveau pneu, et vit la détermination sur le visage de l'homme. C'était le reflet de quelque chose qu'il reconnaissait en lui-même, la volonté de continuer même lorsque tout semblait perdu. Cela apportait un sentiment de réconfort qu'il n'avait pas attendu, une étincelle d'espoir qu'il pourrait peut-être sauver sa mère après tout. Lorsqu'Henry termina enfin de changer le pneu, il se leva en essuyant ses mains sur son pantalon et regarda Alexander avec un sourire fatigué. « C'est fait. Reprenons la route, » dit-il en essayant de paraître plus optimiste qu'il ne le se sentait. Alexander ouvrit la porte de la voiture et monta rapidement, ajustant sa ceinture de sécurité pendant que Henry faisait de même. Le moteur ronronna de nouveau et ils reprirent leur voyage, mais le silence entre eux semblait maintenant encore plus lourd. Ils savaient tous les deux que le temps était contre eux, mais c'était un fardeau qu'ils portaient ensemble. Henry serrait fermement le volant, les yeux fixés sur la route. Il savait que la mission à venir était dangereuse, mais il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Alexander, à ses côtés, regardait par la fenêtre, l'esprit rempli de pensées et d'espoir. La route devant eux semblait interminable, mais ils savaient tous les deux qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter avant d'avoir atteint leur objectif. Chaque mile parcouru était un pas de plus vers l'affrontement du passé et peut-être la recherche de la rédemption. La voiture avançait lentement sur la route de terre, chaque bosse augmentant la tension qui pesait entre Henry et Alexander. Le soleil du matin commençait déjà à réchauffer et le silence entre les deux était brisé seulement par le son des pneus sur les pierres et la respiration lourde de Henry. Alexander était fatigué, mais la détermination de rejoindre sa mère le maintenait ferme. C'est alors qu'un bruit fort et inimitable brisa le flot du moment, un fort bang résonna et la voiture perdit sa stabilité. Henry, le cœur battant la chamade, serra fermement le volant et se gara sur le bas-côté de la route déserte. Il savait déjà ce que c'était avant même de sortir, le pneu avait encore crevé. « Merde !» s'exclama Henry en sortant de la voiture et en claquant durement la portière. Il regarda le pneu et vit le caoutchouc déchiré, rendant toute tentative de réparation impossible. Alexander sortit ensuite, avec une expression inquiète. « Que faisons-nous maintenant »
insista le garçon d'une voix légèrement tremblante. Henri hocha la tête en essuyant son front déjà en sueur. Ils étaient au milieu de nulle part, sans ressources, et pire encore, sans temps. Le soleil commençait à monter dans le ciel et la température promettait d'être impitoyable. « Que faisons-nous maintenant » insista Alexander, sa voix légèrement tremblante. Henri prit une profonde inspiration, essayant de penser clairement, mais la chaleur et la pression rendaient la concentration difficile. Il regarda autour de lui, mais tout ce qu'il vit était la route vide et les champs arides qui les entouraient. Il n'y avait ni ombre, ni signe de vie, seulement le sentiment accablant d'isolement. « Nous ne pouvons pas rester ici, nous devons continuer, » dit Henri. Mais en vérité, il ne savait pas comment. Il avait déjà utilisé la roue de secours et la voiture ne tiendrait pas longtemps dans cet état. Le poids de la situation commençait à l'étouffer. Les heures passèrent et le matin se transforma en après-midi brûlante. La chaleur était implacable et Alexander commença à en ressentir les effets. Il tenta de rester fort, mais sa respiration était lourde et la sueur coulait sur son front. Henri le regarda avec inquiétude, réalisant que le garçon devenait de plus en plus pâle. « Alexander, assieds-toi et repose-toi un peu » dit Henri en le tirant vers un coin ombragé près de la voiture. Alexander essaya de protester, mais ses jambes fléchirent et il tomba à genoux. « Je vais bien, commença-t-il, mais sa voix échoua et il s'évanouit. La panique s'empara de Henri alors qu'il tenait le petit corps d'Alexander dans ses bras. « Réveille-toi, s'il te plaît, supplia-t-il en le secouant doucement. Le garçon ne répondit pas et Henri sentit le désespoir grandir en lui. Il ne pouvait plus attendre. Le temps était contre eux et il devait faire quelque chose. Avec des mains tremblantes, il prit le téléphone et composa le numéro de la police. Lorsque l'appel fut pris, sa voix sortit précipitée et chargée d'émotion. « Je m'appelle Henri, je suis avec un garçon et nous avons besoin d'aide. Nous sommes au milieu de la route en direction de l'ancienne ferme de Philippe. Il s'est évanoui et je ne sais pas quoi faire. » Henri fit une pause, essayant de reprendre son souffle, mais le désespoir dans sa voix était évident. « S'il vous plaît, c'est urgent. Nous sommes dans une zone isolée et la chaleur est insupportable. Nous n'avons pas les ressources pour gérer cela seul, dit-il. L'opérateur répondit d'un ton calme, mais cela fit peu pour apaiser les nerfs de Henri. « Monsieur, nous envoyons une voiture de patrouille, mais nous avons besoin de plus d'informations sur votre emplacement. Pouvez-vous nous donner un point de repère, des détails sur où vous êtes ?» Henri regarda autour de lui, essayant de s'orienter dans les environs désolés. Il savait que la route était peu fréquentée et qu'ils étaient loin de tout signe de civilisation. « Nous sommes sur une route menant à l'ancienne ferme de Philippe. C'est une zone isolée pleine de champs secs. Nous allons vers le nord après avoir passé une bifurcation avec un grand chêne au milieu. Il n'y a pas beaucoup de points de repère, mais nous suivons cette direction, » dit Henri d'une voix tremblante. « Compris, monsieur. Nous localisons votre position et envoyons de l'aide, mais cela peut prendre un certain temps en raison de la distance. Faites de votre mieux pour garder le garçon hydraté et abrité du soleil pendant que l'équipe arrive, » répondit l'opérateur. Mais Henri sentit son estomac s'abaisser à la mention du temps qui s'écoulait. Avant de raccrocher, Henri ajouta quelque chose qui le préoccupait profondément. « Et une chose de plus, ce n'est pas seulement une question de garçon. Nous allons sauver une femme, elle est retenue comme esclave par un homme nommé Marcus. Tu dois savoir cela. Je sais que ce n'est peut-être pas une priorité maintenant, mais elle est en danger. L'endroit où il se trouve est près de la maison qui appartenait autrefois au grand-père du garçon. C'est tout ce que je peux dire. » L'opérateur fit une pause avant de répondre, comme s'il traitait la gravité de l'information. « Monsieur, nous prenons note de cela et envoyons une alerte aux autorités de la région, mais s'il vous plaît, prenez soin de vous. N'essayez pas de résoudre cela seul, attendez l'équipe, dit-il. » Henri hocha la tête mécaniquement, même s'il savait qu'il n'avait pas l'intention d'attendre. Il raccrocha le téléphone et regarda Alexander, qui restait immobile sur le siège de la voiture. « Tiens bon, gamin » murmura Henri en démarrant le moteur. Il savait que le véhicule n'était plus en état, mais il n'avait pas d'autre choix. « Nous allons sauver ta mère, quoi qu'il en coûte. » La route semblait s'étirer à l'infini et le temps semblait traîner. Henri jeta de temps en temps un coup d'œil à Alexander, vérifiant tout signe d'amélioration. Le garçon restait immobile, ce qui augmentait l'angoisse que ressentait Henri. Il commença à parler, peut-être pour lui-même, peut-être pour Alexander, essayant de garder l'espoir vivant. « Tu sais, gamin, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je me suis promis de ne pas te laisser tomber. Pas maintenant. Nous allons sortir ta mère de cet endroit, quoi qu'il en coûte. »
Le soleil se couchait lorsqu'ils aperçurent enfin la maison de Marcus. Le bâtiment semblait encore plus sombre que ce que Henri se souvenait, avec les ombres de la nuit commençant à envelopper ses murs usés. Il gara la voiture avec difficulté, le pneu presque complètement détruit, et regarda Alexander qui commençait à reprendre conscience. « Nous y sommes, Alexander, nous avons réussi, » dit Henri d'une voix chargée de soulagement et de tension. Le garçon ouvrit lentement les yeux, clignant pour s'adapter à la lumière faible. Il regarda la maison et murmura d'une voix faible, « Ma mère, elle est là. » Henri hocha la tête, serrant les poings en regardant la maison. Il savait que le véritable défi ne faisait que commencer. Les environs de l'ancienne maison où Philippe vivait étaient lugubres, le crépuscule peignant le ciel de teintes rougeâtres. Henri gara la voiture, maintenant presque inutilisable, à l'entrée de la propriété. Alexander, encore faible, descendit avec difficulté en s'appuyant sur Henri. Les deux s'approchèrent prudemment de la maison, leurs pas hésitants et le silence ambiant n'augmentant que la tension. Henri savait qu'ils approchaient d'un endroit où le passé et le présent allaient entrer en collision de manière explosive. Il prit une profonde inspiration, essayant de rassembler le courage nécessaire. « Reste près de moi, Alexander. »« Nous ne savons pas ce que nous allons trouver, » murmura-t-il, mais la détermination dans sa voix était indéniable. Lorsqu'ils atteignirent la porte, elle était verrouillée et un bruit étouffé provenait de l'intérieur, semblant être un mélange de pas traînants et du bruit de vaisselle manipulée. Henri et Alexander échangèrent un regard avant d'entrer. L'intérieur de la maison était faiblement éclairé par la lumière d'une lanterne suspendue sur un mur vieux et fissuré. L'odeur de nourriture et de sueur était forte, presque suffocante. Ils marchèrent le long du couloir étroit lorsqu'une voix masculine les surprit, venant de l'arrière de la pièce principale. « Bien vu, vous avez enfin décidé de vous montrer », la voix était celle de Marcus. Il émergea d'un coin sombre, essuyant ses mains sur un chiffon sale. Son sourire semblait amical, mais ses yeux étaient d'un froid tranchant. Alexander recula instinctivement, serrant fermement la main de Henri. Henri fit face à Marcus, sentant la colère monter dans tout son corps. « Où est Sarah ? Qu'as-tu fait d'elle » demanda Henri d'une voix ferme mais pleine d'émotion. Marcus laissa échapper un rire bas comme si la question était une absurdité. « Calme-toi, Henri. Tu viens d'arriver en force dans ma maison et tu commences directement par des accusations. Parlons comme des gens civilisés, tu ne penses pas ?» Henri serra les poings mais se retint. Il savait que, autant qu'il voulait confronter Marcus, il devait rester calme pour le bien d'Alexander et de Sarah. « Tu n'es pas un homme civilisé, Marcus. Je sais de quoi tu es capable. Tu as détruit la vie de mon fils et maintenant tu fais la même chose à la mère de ce garçon, » dit Henri en pointant Alexander. Marcus haussa les sourcils feignant la surprise. « Ah, donc tu admets enfin que tu étais un père terrible, » dit-il avec un sourire sarcastique. « Parce qu'avoue, Henri, tu t'es assuré d'humilier Philippe jusqu'au bout. » Les mots de Marcus frappèrent Henri comme un coup de poing. Il savait qu'ils étaient vrais, mais les entendre de la part de Marcus le rendaient encore plus en colère. « J'ai fait des erreurs, oui, j'étais un père horrible, mais j'essaie de me racheter maintenant. Je ne vais pas échouer en tant que grand-père, » dit Henri d'une voix étranglée mais pleine de conviction. Alexander le regarda, surpris par sa sincérité. Marcus, cependant, se contenta de rire à nouveau, mais cette fois il y avait quelque chose de plus sombre dans son rire. Il mit la main dans sa poche et sortit une arme, la pointant directement sur Henri et Alexander. « Je peux essayer de jouer les héros maintenant, Henri, mais c'est moi qui suis en charge ici et vous allez faire exactement ce que je dis. Compris ?» Marcus fit un pas en avant et Alexander recula davantage, essayant de se cacher derrière Henri. Le cœur de Henri battait la chamade, mais il savait qu'il devait rester calme. « Tu n'as pas à faire ça, Marcus. Nous pouvons résoudre cela autrement, » dit Henri en essayant de faire appel à la raison, mais le sourire de Marcus ne fit que s'élargir. « Vous allez rester ici, dans cette maison. Je ne veux pas que vous fassiez quelque chose de stupide parce que je ne suis pas connu pour ma patience, » dit-il. Marcus les mena dans le salon, l'arme toujours pointée sur eux. Il fit signe qu'ils s'asseyent tandis qu'il restait debout, les regardant avec une expression mêlant supériorité et mépris. « Tu sais, Henri, tu aimes jouer les martyrs maintenant, mais tout ça est de ta faute. Si tu n'étais pas si fier, peut-être que ton fils serait encore en vie. » Henri sentit les mots de Marcus comme des couteaux coupant son âme. Il ne répondit pas immédiatement, mais ses yeux étaient fixés sur l'homme, remplis de douleur et de regret. « Tu as raison, Henri, » dit-il finalement d'une voix basse. « J'ai échoué en tant que père. J'ai humilié mon fils pour quelque chose qui n'était même pas important et à cause de cela, il a souffert.
mais je ne laisserai pas cela arriver à Alexander ou Sarah. Marcus fixa Henri un moment, semblant évaluer la sincérité de ses mots avant de laisser échapper un autre rire. Trop tard pour les regrets, mon cher Marcus, dit-il, puis fit 2 grands pas vers une porte fermée sur le côté du salon. Il la déverrouilla et l'ouvrit lentement, révélant ce qui se trouvait au-delà. Sarah était là, debout devant un évier rempli de vaisselle sale, son visage hagard et ses mouvements automatiques comme quelqu'un qui avait perdu tout espoir. La vue d'elle fit retenir son souffle à Alexander et Henri serra de nouveau les poings. Sarah leva les yeux en entendant la porte s'ouvrir et les vit Alexander et Henri là. Elle dit d'une voix rauque et incrédule, « Alexander ?» Elle laissa tomber l'assiette qu'elle tenait et fit un pas vers eux, mais avant qu'elle ne puisse faire plus, Marcus leva l'arme à nouveau. « Retourne au travail, Sarah, dit-il d'un ton tranchant. Sarah hésita, regardant Alexander avec des larmes dans les yeux. Elle essaya de protester, mais Marcus fit un pas en avant, pointant l'arme directement sur elle. « Je t'ai dit de retourner au travail », Marcus cria, faisant écho dans la maison. Sarah recula, ramassant une assiette avec des mains tremblantes. Alexander commença à pleurer, sa voix chargée de douleur. « Maman, non, lâche-la » cria-t-il, mais Marcus l'ignora. Henri regarda la scène avec les yeux brûlants de rage et d'impuissance. Il savait qu'il devait penser rapidement, mais le moindre faux mouvement pourrait coûter la vie de Sarah. La tension dans la pièce était palpable et chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. La tension dans la pièce était étouffante, comme un nuage lourd que personne ne pouvait dissiper. Marcus, avec l'arme toujours en main, parcourait la pièce comme un prédateur tandis que Henri et Alexander restaient assis, leur corps rigide de peur et de colère. Sarah, de retour dans la cuisine, jeta des regards furtifs sur eux, son expression un mélange de culpabilité et de désespoir. Marcus finit par arrêter de fixer Alexander avec un sourire cynique qui ne faisait qu'accentuer la situation. « Tu veux être utile, n'est-ce pas ?» Marcus dit d'une voix pleine de mépris. Alexander le regarda, ses mains tremblantes serrant les accoudoirs de la chaise, mais ne répondit pas. « Alors tu ferais mieux de commencer à nettoyer cette maison. Je ne veux pas voir une trace de poussière ici et sache ça, tu as 24 heures. Si tu échoues, tu le regretteras, dit Marcus en s'approchant un peu plus, sa présence menaçante comme une ombre qui semblait se répandre dans toute la pièce. Tu as compris, garçon ? Il n'y a pas de place pour la faiblesse ici. Henri se leva instinctivement, ses yeux fixés sur Marcus. Laisse-le tranquille, Marcus. Il n'est qu'un enfant. Si tu veux punir quelqu'un, je suis juste là, mais ne le touche pas, dit Henri d'une voix ferme mais chargée d'émotion. Alexander le regarda avec admiration et peur. Marcus rit, un son sec et cruel qui résonna à travers les murs de la maison. Tu penses pouvoir dicter les règles ici, Henri ? Il semble que tu n'aies pas compris la situation. Je suis le seul à être en charge ici et vous allez tous faire exactement ce que je dis. Marcus leva de nouveau l'arme, la pointant directement sur Henri. Tu sais, tu peux être courageux, mais tu es stupide. Tu ne réalises pas que personne ne sortira vivant d'ici ? S'approcha-t-il, sa voix basse et pleine de menaces. La police peut être en route, mais quand elle arrivera, il sera trop tard. Je vais faire comme si tu avais perdu la tête, Henri, c'est toi qui as tué tout le monde ici puis tu as essayé de t'enfuir. Marcus inclina la tête, le sourire sur ses lèvres contrastant avec l'éclat froid dans ses yeux. C'est un bon plan, n'est-ce pas ? Henri sentit un frisson parcourir son corps, mais ne recula pas. Il savait qu'il devait gagner du temps, garder Marcus à parler pendant qu'il pensait à un plan. Tu ne t'en sortiras pas avec ça, Marcus. La police va te prendre et tout le monde saura ce que tu as fait à Sarah, à Alexander, à Philippe. Les mots de Henri étaient remplis de conviction, mais il savait que Marcus était imprévisible. Chaque seconde qui passait semblait être un risque calculé. Alexander, qui jusqu'alors était resté silencieux, regarda sa mère dans la cuisine. Sarah essayait de continuer à nettoyer les assiettes, mais ses mains tremblaient et ses yeux restaient fixés sur ce qui se passait dans le salon. Alexander réalisa quelque chose dans sa posture, une tension qui indiquait qu'elle planifiait quelque chose. Il ne pouvait pas parler, mais il essaya de transmettre par son regard qu'elle devait faire attention. Marcus fit un autre pas vers Henri, sa posture rigide et dominatrice. « Tu sais, Henri, tu aurais dû me laisser tranquille, mais maintenant vous allez tous payer le prix d'avoir essayé de me défier, dit-il en se tournant légèrement vers Sarah. Et toi, continue à nettoyer. Je veux voir ces assiettes brillantes ou tu les rejoindras sur le sol. » Sarah ne répondit pas, mais ses yeux étaient fixés sur quelque chose derrière Marcus, une grande marmite lourde pendue au-dessus du rack de la cuisine, et sa main se déplaça lentement vers elle.
Alors que Marcus continuait de parler, sa voix pleine de venin et de menaces, Sarah bougea silencieusement, prenant la marmite du rack et la tenant à 2 mains. Elle regarda Alexander et Henri, les deux réalisant clairement ce qu'elle s'apprêtait à faire. Alexander sentit son cœur s'emballer, tiraillé entre l'espoir que sa mère pourrait le surpasser et la peur des conséquences possibles. Henri, d'autre part, gardait les yeux fixés sur Marcus, essayant de le distraire autant que possible. « Tu penses que tu es meilleur que moi, Henri ? Que tu es un père repentant, un héros maintenant ?» dit Marcus en riant avec cynisme. « Mais au final, nous savons tous que tu as échoué et qu'il est trop tard pour essayer de réparer les choses. » Alors que Marcus parlait, Sarah s'approcha, chaque pas silencieux chargé de détermination. La lourde marmite dans sa main semblait refléter le poids des années de souffrance et de peur, et elle savait que ce moment serait décisif. Soudain, Alexander retint son souffle. Il vit sa mère juste derrière Marcus, levant lentement la marmite, prête à frapper. Le temps sembla ralentir et le silence dans la pièce devint encore plus oppressant. Marcus, toujours inconscient de ce qui se passait derrière lui, continua son discours, le sourire cruel toujours sur ses lèvres. Mais ce moment de supériorité pouvait être sa perte. La pièce semblait suspendue dans le temps alors que Sarah, avec la marmite levée, s'approchait lentement de Marcus par derrière, chaque pas défiant la peur qui la consumait, mais sa détermination était plus grande. Alexander et Henri restaient immobiles, les yeux fixés sur la scène, essayant de ne pas attirer l'attention de Marcus. Lui, toujours ignorant de ce qui se passait derrière lui, continuait à distiller sa cruauté avec des mots chargés de mépris. « Tu penses pouvoir changer quelque chose ? Tu penses que tes mots, ton courage de dernière minute feront une différence ? Je contrôle ce qui se passe ici. » Sarah était enfin assez proche, son souffle s'accélérait. Elle resserra ses doigts autour de la poignée de la poêle et la leva plus haut, prête à porter le coup qui pourrait tout changer. Mais à la dernière seconde, Marcus se retourna brusquement, comme s'il avait ressenti quelque chose. Son regard froid croisa le sien et il fit un pas en arrière, pointant l'arme directement sur elle. « Je savais que tu allais essayer quelque chose, Sarah, » dit-il avec un sourire cynique. « Tu n'as jamais su ta place. » Sarah figea la poêle, toujours dans ses mains, mais incapable de bouger. Alexander laissa échapper un son de désespoir de l'endroit où il se trouvait, mais Henri le retint par le bras. « Non, Alexander, » dit Henri d'une voix ferme et chuchotée. Il savait que tout mouvement brusque pourrait aggraver la situation. Profitant de la distraction de Marcus, Henri rassembla tout le courage qu'il avait et se jeta sur l'homme. L'impact fut brutal et les deux tombèrent au sol, l'arme glissant momentanément de la main de Marcus avant qu'il ne parvienne à la reprendre. La lutte entre les deux fut intense, chacun se battant comme si sa vie en dépendait, et en effet, c'était le cas. Henri, bien que plus âgé, utilisa toute la force que le désespoir et l'amour pour sa famille pouvaient lui donner. Il parvint à tenir le poignet de Marcus, essayant de lui arracher l'arme, mais Marcus était fort et déterminé. « Tu ne gagneras pas, Henri Marcus » cria-t-il en luttant pour reprendre le contrôle. Sarah, toujours tenant la poêle, regarda la scène, choquée, ses instincts divisés entre aider ou protéger Alexander. Un bruit assourdissant retentit dans la pièce. Le coup de feu fit crier Alexander de terreur et Sarah lâcha la poêle, plaçant ses mains sur sa bouche. Henri sentit l'impact de la balle dans son épaule, une douleur intense et brûlante qui le fit vaciller un instant, mais il ne lâcha pas Marcus. Au contraire, avec une force qui semblait impossible compte tenu de sa condition, Henri tordit son corps, jetant Marcus au sol. L'arme tomba de ses mains, glissant sur le sol jusqu'à ce qu'elle frappe le mur. Marcus lutta pour se libérer, mais Henri le maintenait au sol, utilisant tout son poids corporel pour le garder. La douleur dans son épaule pulsait, mais Henri ne cédait pas. « Tu ne feras plus de mal à personne, Marcus » cria-t-il, sa voix pleine de fureur et de détermination. Sarah courut vers Alexander, l'enlaçant protecteur tandis qu'elle regardait Henri avec des yeux remplis de larmes. « Tu es blessé » pleura-t-elle. Mais Henri secoua la tête, ses yeux fixés sur Marcus. « Peu importe, la police arrive, ça se termine ici. » Le temps semblait s'étirer alors qu'Henri gardait Marcus maintenu au sol. Chaque minute semblait une éternité, mais il ne pouvait pas se permettre de fléchir. Sarah essaya de stopper le saignement de son épaule avec un morceau de tissu tandis qu'Alexander, encore tremblant, tenait fermement la main de sa mère. « Tu ne pourras pas tenir longtemps, Henri, » dit Marcus avec un sourire forcé. « Même s'il est maintenu, la police peut arriver, mais je trouve toujours un moyen de m'échapper et quand cela arrivera, tu paieras. » Henri ne répondit pas. Il savait que tout mot maintenant serait inutile.
Il pressa simplement Marcus plus fort contre le sol, ignorant la douleur qui consumait son corps. Le son lointain des sirènes commença à se faire entendre, croissant lentement comme une promesse que le cauchemar était sur le point de se terminer. Sarah regarda Henry, son expression mêlant soulagement et inquiétude. « Tiens bon, ils arrivent », dit-elle, sa voix tremblante mais pleine d'espoir. 1 heure entière passa, mais pour Henry, cela sembla une éternité. La douleur dans son épaule était presque insupportable, mais il ne lâcha pas Marcus une seule seconde. Alexander et Sarah restèrent à ses côtés, offrant le soutien émotionnel qu'ils pouvaient, tandis que les 3 attendaient la fin de cette épreuve. Enfin, les sirènes se rapprochèrent et les lumières bleues et rouges clignotantes illuminèrent les murs de la maison. L'arrivée de la police apporta un soulagement palpable, mais aussi le début de nouvelles incertitudes. Henry savait que le combat physique était terminé, mais les conséquences de cette confrontation ne faisaient que commencer. Il regarda Alexander et Sarah, ses yeux reflétant à la fois l'amour et la lassitude qu'il ressentait. « C'est fini », murmura-t-il avant de finalement laisser son corps se détendre, sachant qu'au moins pour ce moment, ils étaient en sécurité. Les lumières clignotantes de l'ambulance et des véhicules de police éclairaient les environs autour de la vieille maison de Philippe. Les ambulanciers travaillaient frénétiquement pour stabiliser Henry. Il était pâle, les yeux à moitié fermés et sa respiration était lourde et irrégulière. La douleur dans son épaule semblait irradier dans tout son corps, mais sa plus grande préoccupation était Alexander et Sarah. Il essaya de regarder autour de lui, les yeux cherchant leur présence, mais la faiblesse l'empêcha de bouger. « Où sont Alexander et Sarah ?» parvint-il à marmonner, sa voix à peine audible. Un des ambulanciers le rassura, serrant doucement sa main. « Ils vont bien, monsieur. Maintenant, nous devons prendre soin de vous. » Alors qu'Henry était chargé dans l'ambulance, Marcus était menotté et escorté par 2 policiers. Même en défaite, il gardait un sourire sarcastique sur le visage, comme s'il ne croyait pas que tout se terminerait là. « Vous pensez m'avoir vaincu ?» dit-il en regardant Sarah et Alexander avec mépris. « Ce n'est pas fini, Sarah », répondit-elle en détournant le regard, tenant fermement Alexander qui pleurait silencieusement. Marcus fut placé dans une des voitures de police et le bruit de la porte qui se refermait semblait marquer la fin d'une ère sombre. L'ambulance fonça sur la route en direction de la ville, les ambulanciers travaillant rapidement pour arrêter le saignement de Henry. Sarah et Alexander les suivirent dans un autre véhicule, mais le silence entre eux était presque insupportable. Alexander regardait par la fenêtre, les yeux fixés sur l'horizon, mais son esprit était rempli de pensées turbulentes. Il savait que son grand-père se battait pour sa vie et l'incertitude le laissait angoissé. Sarah, quant à elle, essayait de rester forte pour son fils, mais des larmes silencieuses coulaient sur son visage. À l'hôpital, Henry fut immédiatement conduit aux urgences. Le médecin qui s'occupa de lui informa Sarah qu'il avait besoin d'une transfusion sanguine urgente, mais son groupe sanguin était rare. « Nous avons besoin d'un donneur compatible maintenant, sinon ses chances ne sont pas bonnes », dit le médecin gravement. Sarah regarda Alexander, ses yeux grands ouverts de choc. « Je peux donner », dit Alexander sans hésitation, sa voix ferme malgré la peur qu'il ressentait. Sarah essaya de protester, mais Alexander lui prit la main. « Maman, il a sauvé nos vies, c'est maintenant mon tour de le sauver. » Le processus fut rapide mais non moins agonisant. Alexander sentit l'aiguille percer sa peau et ferma les yeux, essayant de ne pas penser à la douleur. Tandis que le sang coulait de son petit bras, il se concentra sur une seule chose, sauver Henry. Chaque seconde semblait éternelle, mais il ne se plaignit pas. Lorsque la procédure fut terminée, Alexander sentit sa tête tourner, sa vision se brouiller, et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il perdit connaissance. Sarah courut vers lui, l'attrapant avant que son corps ne touche le sol. « Alexander » pleura-t-elle désespérément alors que les infirmières l'aidaient à le placer sur une civière. Pendant ce temps, Henry était en salle d'opération. Le sang qu'Alexander avait donné était en train d'être transfusé et les médecins travaillaient sans relâche pour le stabiliser. La fine ligne entre la vie et la mort était claire, mais Henry, même inconscient, semblait lutter de toutes ses forces. Son esprit était rempli d'images d'Alexander, de Sarah et même de Philippe. Il savait qu'il ne pouvait pas abandonner maintenant, pas après tout ce qu'ils avaient traversé. Après des heures de tension, le médecin sortit pour parler à Sarah, qui était aux côtés d'Alexander, toujours inconscient. « Votre père n'est plus en danger pour le moment, la transfusion a été un succès, » dit le médecin. « Mais il aura besoin de beaucoup de repos et de soins, » ajouta-t-il. Sarah sentit un soulagement l'envahir, mais son attention était partagée entre Henry et Alexander. « Et mon fils, sera-t-il bien ?»
demanda-t-elle, sa voix étranglée. Le médecin sourit légèrement. Il est juste épuisé, il a perdu beaucoup d'énergie, mais il n'y a rien à craindre. Il a juste besoin de se reposer. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Marcus était escorté jusqu'à sa cellule. Le processus fut rapide et le juge n'hésita pas à le condamner à la perpétuité, compte tenu de la gravité de ses crimes. Mais même ainsi, Marcus gardait son arrogance. « Tu penses que tu peux me garder ici pour toujours » dit-il avec un sourire cruel. « Je trouve toujours un moyen de m'échapper. » Les gardiens l'ignorèrent, le conduisant à une cellule isolée, loin des autres détenus. Marcus s'assit sur le banc de béton, regardant autour de lui avec mépris. Il croyait toujours être invincible, que son histoire ne s'arrêterait pas là. Mais alors, sans avertissement, une douleur aiguë le frappa à la poitrine. Il se serra le cœur, haletant alors que la douleur s'intensifiait. Il essaya d'appeler à l'aide, mais sa voix était faible et presque inaudible. Les gardiens, le voyant à travers le petit Judas de la cellule, ne bougèrent pas. « Ce n'est qu'une autre de ses astuces », dit l'un d'eux en tournant son attention vers un autre point dans le couloir. La douleur de Marcus devint insupportable et il tomba au sol, haletant désespérément, essayant de respirer, mais personne ne vint, personne ne l'aida. Il était seul, tout comme il avait laissé tant de gens dans sa vie. Ses dernières pensées étaient remplies de colère et d'incrédulité, incapable d'accepter que c'était la fin pour lui, et puis tout devint noir. À l'hôpital, Henry commençait lentement à se réveiller. Il ouvrit les yeux pour trouver Sarah assise à son chevet, tenant sa main. Elle sourit, des larmes coulant sur son visage. « Tu es vivant, Henry, grâce à Alexander, tu es vivant. » Henry essaya de parler, mais sa voix était faible. Il regarda autour de lui, cherchant son petit-fils. « Alexander » demanda-t-il avec effort. Sarah serra sa main. « Il se repose, il a sauvé ta vie. » Henry ferma les yeux, ressentant un mélange de gratitude et de culpabilité. Il savait qu'il y avait encore beaucoup à faire, mais pour l'instant, il était vivant et c'était suffisant. Le lendemain matin, avec les premiers rayons illuminant les couloirs silencieux, Henry se réveilla dans son lit. Son corps était encore endolori, mais son esprit était plus léger. Il ouvrit lentement les yeux et le premier visage qu'il vit était celui de Sarah assise à ses côtés, son sourire timide mais plein de gratitude. Alexander était à côté d'elle, encore un peu pâle mais souriant aussi. Leur présence apportait à Henry une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Vous allez bien tous les deux ?» demanda Henry, sa voix rauque mais chargée de préoccupation. Sarah tenait sa main, ses yeux brillants de larmes. Elle ne fit aucun effort pour cacher. « Nous allons bien, grâce à toi, Henry, et grâce à Alexander. Il a été très courageux, » dit-elle en regardant son fils avec fierté. Alexander, à son tour, haussa les épaules, essayant de cacher son embarras. « J'ai juste fait ce qui devait être fait, tu aurais fait de même pour moi, papy. » Le mot « papy » toucha profondément Henry. Il sourit, se sentant accepté d'une manière qu'il n'avait jamais imaginé possible. « Merci, mon fils. Tu m'as donné plus que ce que je pouvais demander, tu m'as donné une seconde chance. » Alexander sourit en retour, ses yeux brillant d'un amour qu'il semblait avoir gardé pour ce moment. Sarah, ressentant l'échange d'émotions entre les deux, sentit qu'il était temps de dire ce qu'elle gardait dans son cœur. « Henry, je sais que le passé a été difficile pour nous tous. Mais aujourd'hui, en regardant ce que nous avons traversé ensemble, je veux que tu saches que je te pardonne et plus encore, je suis reconnaissante que tu te sois battu pour nous. » Henry resta silencieux un moment, ces paroles résonnant dans son esprit. Il savait que son pardon était quelque chose qu'il n'aurait jamais attendu de recevoir, mais c'était tout ce dont il avait besoin pour avancer. Les jours suivants furent consacrés à la récupération et à la reconstruction. Henry fut libéré de l'hôpital après quelques semaines et Sarah insista pour qu'il vive avec elle et Alexander. « Tu ne peux pas être seul maintenant et honnêtement, nous avons autant besoin de toi que tu as besoin de nous, » dit-elle en l'aidant à monter dans la voiture. Henry, le cœur réchauffé par cette nouvelle connexion avec sa famille, accepta sans hésiter. La maison de Sarah était simple mais accueillante. Alexander, excité, montra à Henry la chambre qu'ils avaient préparée pour lui. « Ce n'est pas grand, mais c'est confortable et regarde, il y a une vue sur le jardin, » dit-il en tirant Henry par la main pour lui montrer la fenêtre. Henry rit, se sentant comme un enfant redécouvrant la joie des petites choses. Il regarda Sarah, qui observait la scène avec un sourire serein. C'était comme si la famille commençait enfin à se reconstruire. Avec le temps, les blessures commencèrent à guérir, pas seulement les physiques mais aussi les émotionnelles. Henry s'assura de passer plus de temps avec Alexander, l'aidant avec ses devoirs scolaires,
jouant au ballon dans le jardin ou simplement racontant des histoires sur Philippe, le père d'Alexander. Chaque souvenir partagé était une manière de garder Philippe vivant dans leur cœur, et Alexander aimait entendre parler des aventures de son père. « Il était incroyable, n'est-ce pas ?» demandait-il, ses yeux brillants d'admiration. « Oui, » répondait Henri avec un sourire mélancolique, « et tu as hérité de la même force que lui. » Sarah, pour sa part, trouva dans les jours tranquilles une chance de repartir à zéro, quelque chose en quoi elle avait depuis longtemps cessé de croire possible. La routine apportait du réconfort et elle se dévoua à son travail d'enseignante avec une énergie renouvelée. Enseigner avait toujours été sa passion et maintenant, avec Alexander en sécurité et heureux, elle sentait qu'elle pouvait donner le meilleur d'elle-même à ses élèves également. Chaque matin, avant de partir travailler, elle regardait Alexander et Henri dans le jardin. Ils étaient souvent ensemble, soit à parler ou à jouer au ballon, comme si la période difficile qu'ils avaient endurée avait enfin cédé la place à quelque chose de nouveau et de beau. « Tu sais, il t'admire, n'est-ce pas ?» dit-elle à Henri. Un soir, alors qu'ils buvaient du thé sur la véranda, entourés du son doux des grillons, l'atmosphère était calme et l'air frais de la nuit apportait un sentiment de paix. Henri la regarda avec un sourire timide, mais ses yeux montraient la profondeur de ce qu'il ressentait. « J'espère juste que je le mérite, Sarah. Il est la meilleure partie de mon fils et je veux tout faire pour le protéger. » Il y avait une sincérité dans ces mots qui toucha profondément Sarah. Elle hocha doucement la tête, touchant la main de Henri dans un geste de soutien. « Tu es déjà digne, Henri, tu ne le vois tout simplement pas encore. » Les choses semblaient enfin aller dans la bonne direction, quelque chose qui avait autrefois semblé un rêve lointain. Lorsqu'anniversaire d'Alexander arriva, Henri insista pour organiser la fête, voulant offrir à son petit-fils quelque chose qu'il n'avait jamais pu faire pour Philippe. Il acheta des ballons colorés, un gâteau décoré et même installa un petit terrain de football dans le jardin pour un match amical. En voyant l'enthousiasme de Henri, Sarah fut émue. « Tu fais vraiment bien le grand-père », commenta-t-elle en le regardant ajuster les buts improvisés dans le jardin. Il sourit simplement en essuyant la sueur de son front. « Je veux qu'il ait les souvenirs que j'aurais dû créer pour son père. » La fête fut un succès. Alexander courait d'un côté à l'autre, riant comme jamais auparavant. Ses amis de l'école étaient là, ainsi que Sarah et Henri, qui regardaient la scène avec de vrais sourires. « C'est ce qu'il mérite, » dit Sarah en regardant son fils, sa voix chargée d'émotion, et c'est ce que Philippe aurait voulu pour lui. Henri hocha la tête, son regard perdu un instant comme s'il pensait à son fils. « Oui, Sarah, il aurait été fier et moi aussi. Alexander est un garçon spécial. » À mesure que la vie de la famille avançait, des nouvelles inattendues sur Marcus arrivèrent. Il avait eu une crise cardiaque en prison, même si les gardiens avaient remarqué ce qui se passait, personne ne l'avait aidé. Il mourut seul, exactement comme il avait vécu, entouré de mépris et de solitude. Lorsque Sarah et Henri l'apprirent, leurs sentiments étaient partagés. Il y avait du soulagement, oui, parce que la menace qu'il représentait était enfin terminée, mais il y avait aussi un goût amer, un rappel douloureux de tout ce qu'il avait fait. « Il a choisi son chemin », dit Henri avec un lourd soupir en regardant par la fenêtre. « Mais nous pouvons choisir un chemin différent », convenit Sarah, mais elle réalisa que le poids du passé n'était pas quelque chose de facile à laisser derrière soi. « Oui, nous pouvons et je pense que nous sommes sur la bonne voie », répondit-elle avec une confiance qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Malgré les difficultés, la famille trouva des moyens d'honorer le passé sans y être lié. Henri devint de plus en plus le grand-père présent dont Alexander avait besoin. Il l'aidait avec ses devoirs, assistait à ses matchs de football, et la nuit, racontait des histoires sur Philippe, gardant la mémoire de son fils vivante. Alexander, à son tour, montrait une joie et une maturité qui remplissaient Henri et Sarah de fierté. Un jour, alors qu'ils étaient dans le jardin, Alexander s'approcha de Henri avec une question. « Papy, penses-tu que papa serait fier de moi ?» Henri s'arrêta un instant, réfléchissant à la meilleure façon de répondre. Il s'accroupit au niveau de son petit-fils et posa sa main sur son épaule. « Il serait très fier, Alexander. Tu es la preuve que son amour est toujours vivant, » dit-il. « Il t'aimerait autant que je t'aime. » Alexander sourit, serrant son grand-père étroitement. « J'aimerais qu'il soit ici, mais je suis content que tu le sois. » Sarah, qui observait la scène de loin, sentit une vague d'émotion l'envahir, comme si chaque larme versée dans le passé avait enfin trouvé son but. Pour la première fois depuis des années, elle sentit que la famille était complète, qu'elle avait trouvé un équilibre, même après tout ce qu'ils avaient enduré. Les sourires d'Alexander et d'Henri étaient une preuve vivante que l'amour et la résilience pouvaient triompher même des blessures les plus profondes.
Sarah s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés, et poussa un soupir de soulagement. Elle savait qu'il y aurait encore des défis à venir, mais elle savait aussi qu'il n'était plus seul. Plus tard, cette même nuit, tandis que la table à manger était simplement dressée mais remplie de petites attentions comme le pain frais que Sarah avait cuit et le jus qu'Alexander avait insisté pour préparer, la famille se rassembla. Alexander regarda les deux avec un sourire espiègle qui illuminait son visage. Il semblait plus mature, mais avait toujours l'éclat innocent d'un enfant qui se sentait enfin en sécurité. « Tu sais, » commença-t-il en jouant avec les couverts, « je pense qu'on est une bonne équipe. » Sarah ne put s'empêcher de rire, secouant la tête en regardant son fils. « Oui, nous le sommes et nous continuerons de l'être parce que maintenant, nous avons quelque chose que personne ne peut nous enlever, » dit-elle. Henry, assis à la tête de la table, les regarda tous les deux et ses yeux brillaient d'une fierté qu'il pensait ne jamais ressentir à nouveau. « Vous êtes mon cadeau, mes secondes chances, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. Alexander, ne comprenant pas entièrement le poids des mots de son grand-père, sourit et leva son verre de jus, comme s'il voulait porter un toast. « Aux secondes chances, » ajouta-t-il. Alexander leva de nouveau son verre de jus en riant et ajouta « au thé de maman », faisant rire tout le monde.